excellent après-midi. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est le LGF, le Grand Forum, votre émission de référence comme chaque jour de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Et une belle émission bien garnie aujourd'hui comme on les aime, donc voici le programme. Nous conclurons évidemment tout à l'heure cette émission par le quiz traditionnel. Bien entendu dans cette émission, un petit zapping et retour sur le discours de politique générale de Elisabeth Borne hier à l'Assemblée nationale et des réactions évidemment de l'opposition. Nous aurons et nous ferons un petit tour par l'Italie pour y retrouver Mehdi Debra. Vous savez, c'est certainement celui que vous suivez sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Il est en Italie et s'est lancé le pari fou de partir de Paris pour direction Alger à pied. Il arrive d'ailleurs ce soir à Rome. Il nous racontera un petit peu ses différentes anecdotes et il a, pour la petite histoire, perdu son passeport. Donc c'est un petit peu embêtant pour lui. On prendra de ses nouvelles et assez régulièrement. Et la première, donc tout à l'heure, aux alentours de 17h30, Mehdi Debra avec nous en direct de Rome sur France Maghreb 2 sur votre radio dans cette émission. Ben Enco, vous en avez certainement entendu parler de ce youtubeur parti en Algérie. Il a été frappé par ce peuple. Il nous en expliquera évidemment, il nous expliquera son voyage, pourquoi ce pays l'a tellement retourné. Il est parti ensuite en Tunisie et il sera dans nos studios dans à peine une heure sur France Maghreb 2. L'annonce a été faite hier par le Maroc, la mise en place du visa électronique. Oui, mais qui est concerné? Eh bien, nous poserons la question dans cette émission à monsieur le consul général du Maroc à Paris qui sera avec nous pour nous donner des explications dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Et puis pour commencer, il est ancien boxeur et un héros de 200 passagers d'un vol en 2018 Lufthansa entre Munich et Paris. Il a en effet empêché à ce que l'avion soit détourné par des terroristes. Il nous racontera. C'est Tariq Saïd Benadine qui sera avec nous dans quelques instants sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. À mes côtés aujourd'hui sur France Maghreb 2 et en ce jeudi, monsieur Smaïn Tefour. Comment ça va, Smaïn, journaliste? Très bien, évidemment. Et toi, Christophe? Toujours ravi d'être avec toi. Tu as regardé la cérémonie de clôture des Jeux Méditerranéens hier? Et comment? Magnifique. Je suis d'Oran, donc automatiquement. Mohamed Allawa, il a mis le feu. Hein. Ah bah et comment? C'est le cas de le dire. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'orchestre philharmonique qui a été donc à la hauteur. Et puis il y avait une diva, je ne sais pas si tu l'as remarqué, Christophe, qui a chanté. Il y avait aussi donc un chef d'orchestre femme, qui est une chose rare dans un pays musulman et arabe. Généralement, on a des a priori dessus. Surtout que nos détracteurs, ils disent que nous n'avons pas donc d'instruments de civilisation. Ce qui a été le cas de Bernard Lewis. À un moment donné, il avait dit que les Arabes étaient cons et que pour cela, ils n'avaient pas donc des orchestres philharmoniques. Il avait pris ça comme indice pour nous détruire, quoi, quelque part. Il y avait Kamal Haraché, il y avait... Kamal Haraché, que j'ai connu personnellement, mon cher Christophe. Il y avait Jamel Laroussi, mon ami Jamel Laroussi, qui a chanté évidemment l'Étoile filante, superbe chanson. Il y avait Allawa aussi. Allawa et Cheb Mami. Très bien. Cette superbe chanson. Jazair Bledi. Jazair Bledi, évidemment. Puis un stade plein à craquer, évidemment. Et le Premier ministre algérien qui était là. Il y avait du beau monde. Voilà, en tout cas, c'était une belle soirée et des Jeux méditerranéens qui se terminent avec la victoire, je crois, de la Turquie, qui a tout raflé. Pas vraiment au courant dessus, Christophe. Voilà, je saurais t'induire en erreur. Oui, la Turquie a raflé le plus de médailles en tout cas. Et l'Algérie est quatrième, a terminé quatrième, l'Algérie. Voilà. Alors, c'est parti sur France Maghreb 2, mon cher Osmaïn. Une grosse émission avec beaucoup d'invités. On va beaucoup voyager aujourd'hui. Et tout d'abord, et à côté de toi, c'est un ancien boxeur qui est avec nous. C'est Tariq Saïd Benadine qui est avec nous. Bonjour Tariq. Bonjour tout le monde. Comment ça va Tariq? Très bien, merci, alhamdoulilah, merci. Je suis ravi de te recevoir. Alors juste avant de parler de la raison, de ce pourquoi tu es avec nous aujourd'hui, on va parler d'un vol d'avion un peu particulier, Tariq. Tu es un ancien boxeur, quel est ton palmarès mon cher Tariq? Alors, j'ai commencé la boxe très tôt en 90. Ouais. En 2000, je suis passé pro.
Et puis, j'ai remporté en 2001 le championnat de France Espoir, en 2003 le tournoi international de France. J'ai fait 2 finales de Coupe de France en 2004-2005 pour finir numéro 1 français en 2005. En 2006, je pars sur l'international et puis je vais me classer mondial à WBC, méditerranéenne, et je vais faire une WBF et challenger officiel à l'UBO aussi. Très bien. Ouais, sacré parcours en tout cas. Alors, Tariq, justement, aujourd'hui, peut-être que beaucoup d'auditeurs ont entendu cette histoire, bien sûr, qui était donc du côté de cet avion Lufthansa entre Munich et Paris. Alors, d'abord, qu'est-ce que tu faisais à Munich, Tariq? Explique-nous comment ça s'est passé un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, quelles sont un petit peu les conditions de ce vol? Pourquoi tu as pris cet avion-là en particulier? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 2018, hein? C'était en 2018 et on était en été 2018, au mois d'août. Ouais. Et je décidais de fêter les 6 ans de mariage. Et j'avais promis à mon épouse, à Nassera, de faire un tour, visiter des pays qui m'ont marqué dans la boxe, vu qu'elle ne venait pas avec moi lors de mes combats. Et là, comme j'ai arrêté la boxe en 2014, un peu plus tard, j'ai dit, bon, écoute, viens, on va visiter plusieurs pays. Donc, il y avait l'Allemagne et il y avait l'ex-Yougoslavie avec la Croatie, Serbie. Donc, on est parti faire ce détour-là. On a commencé par l'ex-Yougoslavie, où on a fait la Bosnie, Croatie. Et le retour, on passe par l'Allemagne, Munich, vu que Munich a été mon premier match international en 2006 face à Aguzub, une star de la boxe des poids welter qui était classée mondiale. Et je vais faire un superbe match. C'est ce qui va d'ailleurs me faire connaître sur l'international. Et donc, l'endroit m'avait plu, ce moment était magique pour moi. Et je voulais le partager avec madame. Eh oui, voilà. C'est une bonne chose, ça, Smaïn, de vouloir emmener madame partager les endroits qui ont marqué son passage. C'est clair, on veut toujours partager les meilleurs souvenirs avec les personnes les plus proches qui soient. Donc. Alors, Tariq Saïbeddine, je rappelle que tu es franco-marocain, ancien boxeur, je le rappelle. Donc, j'ai envie de dire de manière classique, tu te rends à l'aéroport à Munich pour prendre cet avion de la compagnie Lufthansa pour rentrer à Paris. Exactement. Donc, comme il y a eu certaines images vidéo sur TF1, le dernier jour, donc à Munich, il faut partir et le temps est couvert. Le temps est couvert, il fait pas beau. Je fais un petit live directement sur Facebook en disant voilà, il y a un signe qui dit qu'il faut rentrer. Fin de l'été, je souhaite de bonnes vacances à tout le monde. Et je dis bah voilà, je rentre, c'est le moment de rentrer. Et quelques heures après, quand on va se diriger à l'aéroport de Munich, on monte dans l'avion décolle. Tout se passe bien jusqu'à présent. Tout va bien. Je veux dire, t'as rien remarqué de particulier en montant dans l'avion, ni un passager qui te paraissait suspect, rien. Rien. Vraiment. Et vraiment, vous savez, des fois on parle de hasard, et moi je ne crois pas au hasard. On va parler de Mektoub. Et déjà, les hôtesses, j'avais parlé avec eux, j'avais aidé une famille maghrébine à remplir des documents. Ils m'ont demandé si je parlais un peu anglais. J'avais dit oui, j'ai quelques notions. Ils m'ont dit, on va vous mettre près des issues de secours. Et s'il y a un souci, vous aiderez les membres de l'équipage. J'ai dit, ok, pas de problème. Et donc, je vais être situé assis à une place qui va être stratégique, vu que je vais tout voir devant moi. Il y a un espace libre. D'accord. Incroyable d'ailleurs, cette histoire. Voilà, c'est vraiment fou. Et au moment où l'avion a décollé, qu'on a atteint l'altitude nécessaire, là, donc ils viennent nous porter le chariot pour se ravitailler. Et la femme arrive à mon niveau, je fais passer, c'était une rangée de 3 sièges. Je fais passer mon plateau au voisin qui était côté fenêtre. Ma femme est au milieu, moi je suis du côté du couloir. Et la femme à peine fait même pas 1 mètre en avançant, il y a un mec qui la colle derrière elle. Il vient lui parler à l'oreille et je trouve ça bizarre. Je me dis mais pourquoi il la colle comme ça de dos? Il lui parle à l'oreille et elle ne bougeait pas, elle était tétanisée, statique. Et j'arrivais pas à entendre ce qu'il se disait. C'était l'hôtesse de l'air Oui, l'hôtesse qui nous servait les plateaux. Et là, j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi.
Ouais, tu as compris tout de suite. Quelle a été ta réaction? Comment tu as anticipé les choses? Tu t'es dit j'attends, je regarde ce qui se passe ou j'agis tout de suite? Comment ça s'est passé dans ta tête à ce moment-là, Tariq? Dans ma tête, ça allait très vite, puisque j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait pas. J'arrivais pas à entendre ce qui se disait, mais j'ai eu à peine le temps de me retourner. J'ai regardé le mec d'abord s'il était armé, comment il était habillé. J'ai essayé de regarder est-ce qu'il y avait du monde derrière. J'ai vu qu'il venait derrière. Est-ce qu'il y avait du monde avec lui, comment ils étaient? Ouais, s'il avait des complices. Ouais, des complices. Et puis, j'ai pas eu le temps parce que j'ai entendu le chef de bord qui est venu aider l'hôtesse. Ouais. Et lui s'embrouiller avec lui. Donc, le chef de bord est parti en direction du cockpit, Ouais. je pense, pour demander de l'aide. Et le mec l'a suivi. Et à ce moment-là, j'ai pas il y a eu... ça a été très rapide. J'ai dit à ma femme, écoute, tiens le plateau, il va y avoir une bagarre, il y a un problème, je me lève. C'était instinctif et je suis parti les rejoindre. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu as essayé de parler avec l'individu ou tu as tout de suite tenté de le neutraliser? Non. Au début, je dis, je rappelle bien que je sais pas ce qui se passe réellement, quel est le conflit, j'ai aucune idée. Et quand j'arrive en plus à leur niveau devant le cockpit, à l'entrée de l'avion, Ouais. ils se parlent pas. Je les vois, ils se regardent tous les deux, donc il était impossible pour moi d'arriver et faire le petit héros. Ouais. Bon, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Alors, par contre, sur le côté, je vois que les toilettes sont ouvertes et je vais m'infiltrer dans les toilettes. Je vais laisser la porte entrouverte et je vais écouter qu'est-ce qui va se dire. Et là, j'entends à un moment le mec qui dit « Bon, maintenant, ici, c'est moi le patron, vous allez faire tout ce que je vous dis. » Et là, je comprends qu'il y a un réel problème. Donc, je décide de sortir. Et là, tu comprends tout de suite que c'est une tentative de détournement d'avion terroriste? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Donc, je lui demande, lui... Et là, tu t'adresses directement à l'individu? Ouais, au début, en premier, je demande d'abord au chef de bord est-ce qu'il veut de l'aide. Il Ouais. m'a dit oui, restez s'il vous plaît. Et j'ai vu qu'il était tétanisé. Ouais. Il tremblait, il avait peur. Donc, je me suis adressé à ce mec-là en lui disant bah, écoute, je ne sais pas quoi tu joues, qu'est-ce que tu fais, pourquoi cette attitude? Et il me répondait pas, il voulait pas parler. Et puis après, il me dit écoute, c'est pas avec toi ni ta femme, j'ai aucun problème avec vous, c'est avec eux. Et j'avais compris déjà son petit manège. Donc il avait repéré déjà que tu étais avec ta femme? Il avait tout repéré. Et on avait échangé déjà des regards quand j'étais assis, parce que pour moi, il était en train de monter en pression. Il intimidait tout le monde. D'abord les passagers, puis l'hôtesse, puis le chef de bord. Et quand nos regards sont croisés, je lui avais dit déjà que je ne baisserais pas les yeux, quoi. Et donc là, maintenant, il y avait le premier face à face. Et j'avoue, j'ai serré mon poing, j'ai voulu déjà lui décrocher une droite quand on s'embrouillait. Et c'est le chef de bord qui me dit non, pas de bagarre s'il vous plaît, ça va être terrible. On est en plein vol, attendez, n'intervenez pas physiquement. Et donc, bon, tu lui demandes à cet individu ce qu'il veut exactement, quelles sont ses intentions. Exactement. Et il te répond quoi? Au début, il me dit ça te regarde pas. Ouais. Et donc, on va être face à face, ça va chauffer, on va s'embrouiller. Et puis, à un moment, c'est là que c'est bizarre. Il veut me montrer d'abord qu'il n'a pas peur de moi, qu'il est déterminé. Ouais. Il va prendre la poignée de l'avion qui est à l'entrée, Ouais. par là où on est rentré. Il va me dire, mais tu crois que j'ai peur de toi? Tu crois que j'ai peur de mourir? Et il me dit, je peux ouvrir la porte, tu veux que j'ouvre? Et j'avais vite compris à ce moment-là que bon, d'abord, il n'était pas tout à fait normal. Ouais. Mais surtout, il ne fallait pas lui montrer que je craignais quelque chose, que j'avais peur. Ouais. Je ne voulais pas qu'il continue à monter dans sa puissance. Et je vais lui dire, tu veux ouvrir, tu ouvres. Vas-y, ouvre. Et ça l'a rendu fou. Ça l'a rendu littéralement fou. Tu l'as défié quelque part. Ouais, il m'a dit, mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me demandes d'ouvrir? Et je lui ai dit, ouvre, tu assumeras. Ouais. Et il a lâché la poignée. Il a lâché la poignée. On rappelle qu'on vient juste de décoller, hein, il n'y a pas longtemps. Ouais, il y a peut-être 20 minutes. Oui, donc de c'est vol, tout. à peu près. Voilà, on est vraiment au tout début de ce vol qui, je le rappelle, se passe en 2018. Un vol Lufthansa en 2018, entre Munich et Paris. Munich en Allemagne, où tu es parti visiter cette belle ville avec ta femme pour ses 6 ans de mariage. Et donc le retour, voilà, donc cet individu que tu repères, tu nous dis assez rapidement,
il a une attitude un petit peu particulière, il intimide un petit peu les passagers, les stewards. Et puis donc voilà, effectivement le moment où il s'approche du cockpit et où il fait peur, quoi. Il demande effectivement à être le patron et là tu interviens physiquement avec lui, enfin physiquement pour l'instant, verbalement on va dire. On va connaître la suite évidemment de cet épisode. Alors heureusement, et tu es là pour en témoigner, tout s'est bien terminé. Et c'est là justement toute la magie de l'histoire. Dans un instant, Tariq Saïbeddine qui est avec nous, ancien boxeur et héros de 200 passagers de ce vol Lufthansa entre Munich et Paris. Le grand forum, merci d'être avec nous avec Smaïn Tefour à mes côtés aujourd'hui. Nabil Sama qui devait être avec nous avec un contact. Et vous savez qu'en ce moment ça tombe comme des mouches, le Covid et compagnie. Il y a des cas, Christophe. Il y a beaucoup de cas, effectivement. Donc on prend nos précautions. On est avec Tariq Saïbeddine, ancien boxeur, héros d'un vol Lufthansa en 2018 qui partait de Munich direction Paris. On va indiquer aux auditeurs que pour avoir toute l'histoire dans son intégralité, elle est racontée dans un livre que tu as sorti il y a quelques semaines maintenant. Oui, il est sorti exactement le 11 mai. Dans le droit chemin, ça s'appelle. Exactement. Chez quelle édition? Chez City Édition. Voilà. Avec le co-auteur qui est Frédéric Leterreux. On a été deux à l'écrire. Très bien. Alors, on rappelle, pour resituer, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc tu te rends avec ta femme, tu es un ancien boxeur, tu as visité pas mal de pays, et notamment Munich, ville dans laquelle tu avais envie d'emmener ton épouse pour tes 6 ans de mariage. Et lors du vol du retour, direction Paris, en partant donc de Munich, tout se passe bien, tu t'installes dans l'avion, j'ai envie de dire, de manière classique, et tu repères un individu, tu nous l'as dit, des regards s'échangent, se croisent, un individu qui te paraît quand même un peu particulier, mais rien de dramatique. Et juste au moment où l'hôtesse de l'air vient vous apporter les plateaux pour vous restaurer, cet individu colle l'hôtesse de l'air derrière, lui parle à l'oreille. On la sent tétanisée, tu comprends pas tout de suite ce qui se passe, et puis il y a effectivement le chef de cabine qui vient à sa rescousse, et puis ensuite ça va très vite, l'individu se rapproche du cockpit donc avec tout le personnel de l'avion, tu décides et tu dis à ta femme j'y vais, et tu décides de rentrer dans les toilettes pour écouter un petit peu ce qui se passe en laissant la porte entrouverte. Et là, au moment où il dit je suis le patron, maintenant vous allez faire ce que je vous dis, tu décides d'aller au contact avec cet individu qui a des intentions donc de détourner l'avion. Il a des intentions. Alors effectivement, il y a un échange entre vous, vous testez en fait, il te fait sentir qu'il n'a pas peur de toi également, nous racontant juste avant la pause qu'il met la main sur la poignée de la porte en menaçant de l'ouvrir, et tu lui dis effectivement ouvre, si tu as envie de l'ouvrir, vas-y ouvre. À quel moment tu comprends ses intentions réelles, Tariq, parce que peut-être que tu nous l'as dit, tu sentais que ce monsieur était dans un état qui n'était pas franchement normal. À quel moment tu comprends ses intentions? Ça va être un moment précis. Il va être assez à côté de moi un peu plus tard. Bon, j'évite les détails, mais il va être assez à côté de moi. Et moi, je l'ai bloqué de façon à, s'il passait, on était assis au premier rang. S'il passait, il était obligé de passer devant moi, vu qu'au premier rang, il y avait le mur entre lui et moi, il y avait à peine même pas 1 mètre. Et en passant devant moi, il me dit, je vais entrer dans le cockpit, puisque le commandant ne veut pas venir me voir, personne ne veut venir me parler. Je vais rentrer de force dans le cockpit et je ramène l'avion à Munich. Et il passe devant moi. Avant, pourquoi je ne bougeais pas? Parce que la police était au courant. Ils suivaient ils étaient en lien régulier avec le chef de bord et le commandant, qui parlait avec eux. Et moi, on m'avait demandé de ne pas bouger jusqu'au top départ, au signal de la police pour intervenir. Simplement, à ce moment-là, il va me doubler, il va passer devant moi, il va se diriger vers le cockpit, et là, il dit ça, il dit que ça y est, il va prendre les commandes, il va rentrer de force. Et là, je sais pas, j'ai 2 fils qui se touchent dans ma tête, je disjoncte, et je comprends qu'il faut intervenir rapidement. Sans avoir eu le top, Non, j'ai pas attendu, je lui ai sauté dessus, et voilà, je vais l'amener au sol, et je vais l'attacher on avait des serflex, ils vont me porter des serflex, on va lui attacher les mains, les jambes. Ouais. Et je vais le traîner, je vais l'amener entre des sièges, je vais le coucher entre des sièges, je vais lever ses jambes en l'air pour pas qu'il puisse prendre d'appui et se relever. Et je vais faire le reste du voyage, les jambes en l'air, et lui coucher au sol,
Et que se passe-t-il dans l'avion? Est-ce que les passagers ont remarqué ce qui se passait? Oui, oui, parce que les hôtesses ont vidé la première classe, ils ont poussé tout le monde à l'arrière de l'avion et on avait vidé la première classe. Moi, j'avais tiré les rideaux pour éviter une panique générale et on avait réglé ça entre nous, on était 4 devant, quoi. Tout s'est fait instinctivement, je veux dire, Tariq, là. Il n'y a rien eu de réfléchi. Non. Et une fois que tu as neutralisé l'individu, tu as commencé à parler avec lui? Enfin, de manière plus sereine, on va dire? Non. Je lui ai juste dit une phrase, je lui ai dit qu'il a regretté, quoi, il s'est trompé sur le vol, il a mal choisi son vol. Voilà ce que je lui ai dit. Ouais. Et est-ce que ensuite il t'a indiqué ce pourquoi il voulait absolument retourner à Munich? Non. Non? Non. Non, ça ne me regarde pas. Une fois qu'il a été au sol, qu'il a été maîtrisé, c'est fou quand même. À un moment, quand même, j'avais de la peine pour lui. Je le voyais allongé, je me disais, mais il est inconscient des risques qu'il a fait vivre à tout le monde et ce qui allait lui arriver. Et puis, je voyais qu'il avait un discours incohérent. Je me rappelle un exemple, on venait de se battre, je l'avais attaché, on s'était insulté, il était allongé par terre, et puis au moment, il me regarde comme ça avec un petit sourire, un petit clin d'œil, et il me dit, tu peux leur demander un verre de jus d'orange? Et je me dis, mais t'es cinglé, mon petit, quoi. Tariq, justement, une fois que tout cela se passe, donc le reste du voyage, on sent que le personnel de l'avion est rassuré puisque tu as neutralisé l'individu. Ça se passe jusqu'à l'arrivée à Paris? Ah oui, on va arriver à Paris, sur le tarmac. Il y a une annonce du chef de bord avec les hôtesses qui demande à tout l'équipage de ne pas bouger. On est resté peut-être, je ne sais plus, j'ai pas de chrono, mais peut-être un quart d'heure, 20 minutes sur le tarmac. Ils nous ont dit jusqu'à que la police rentre. Et quand la police rentre, tout l'équipage devait sortir à l'arrière de l'avion. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite à l'arrivée à Paris, Tariq, lorsque l'individu a été neutralisé attrapé par la police? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Il nous demande de venir témoigner à la PAF, à la police des frontières, avec le commandant et le chef de bord de la Lufthansa. Donc je vais récupérer ma femme, mon épouse, et on va les suivre. Tu es très inquiète, elle, non, à regarder tout ça de loin. Elle. Écoutez, je vous jure, c'est un truc de fou. Ma femme est une vraie lionne. C'est une histoire qui est vraiment dingue, parce que quand je vous dis qu'il y a 3 sièges, donc ma femme est au milieu, il y avait un mec qui était côté fenêtre, qui jouait le gros bras, il avait son t-shirt moulant, il faisait le malin. Déjà, j'avais hésité à mettre ma femme au milieu, ou si c'était moi, mais bon, je lui avais dit à ma femme, écoute, assis-toi là, s'il vient à t'embêter, je vais lui parler. Et quand il y a eu les premiers conflits, je me suis levé. Le mec en panique a dit à ma femme, écoutez, moi j'aime pas la violence, je sais pas ce qui se passe. Et c'est ma femme qui l'a calmé en lui disant, vous inquiétez pas, il est habitué, il va régler l'histoire. Et voilà. Elle avait confiance en vous? Ouais, on se connaît bien. Elle sait que dans ce domaine-là, j'arrive à gérer, quoi, on va dire. Ouais. Donc entendu par la police des frontières à ton arrivée à Paris, Tariq, est-ce que les passagers de l'avion t'ont adressé la parole, sont venus te remercier? Non, parce que même quand la PAF, quand la police est rentrée, déjà ça a été compliqué parce que tout le vol, des fois on me demande, mais Tariq, est-ce que tu as eu peur? Et c'est fou puisque ça a tellement allé vite dans ma tête. Et il y avait une chose qui me dérangeait énormément, c'est que comme tout ce qui s'est passé dans l'avion, on parlait doucement, je chuchotais avec lui, ou j'ai tiré les rideaux à un moment, on a évacué les personnes, les gens ne savaient pas ce qui se passait réellement. Et j'avais l'impression que il pensait que j'étais son acolyte, j'étais témoin avec ce mec-là, quoi. J'étais son pote et on faisait un détournement d'avion. Alors quand tu vois en plus ma tête, un arabe chauve avec une barbe, j'essaie de croiser le regard des gens pour les rassurer, mais je voyais qu'ils étaient encore plus paniqués. Et j'ai pas pu parler avec eux tout le long, jusqu'à ce que la police rentre. Même quand la police est rentrée, quand j'ai tendu la jarre de laisse aux flics pour dire tiens, voilà le mec, même eux ne voulaient pas le prendre. Ils pensaient que j'étais sûrement avec lui. Et c'est les commandants qui est sorti qui lui a dit non, il a fait tout ça, c'est grâce à lui. Et ils m'ont demandé de les suivre. Et ma femme était de l'autre côté de l'avion.
Et je demandais, mais attendez, je vais la voir, est-ce que je peux aller la chercher, vu qu'ils étaient en train d'évacuer tout le monde par l'arrière de l'avion. Et donc là, j'ai réussi à la prendre. J'ai parlé avec personne, j'ai entendu des applaudissements. Ouais. Mais voilà, je savais rien du tout, quoi. J'ai pas eu le temps de parler avec eux. Et je sais pas, ils devaient être dans les 19 heures, un truc comme ça. Et on va partir à la police des frontières. Et on va rester jusqu'à peut-être minuit, minuit et demi, entendu avec le chef de bord et le commandant. Et à minuit et demi, ils vont me dire, voilà, monsieur, merci, bonne route. Est-ce que les passagers de l'avion ont su ce qui s'est réellement passé par la suite? Ah oui, je pense qu'ils ont dû être renseignés d'abord automatiquement, parce que ça a foutu, quand j'étais à la PAF, ça a foutu un bordel monstre, parce que ça a décalé l'avion. Cet avion qui devait repartir n'a pas pu repartir, et c'était une panique à Roissy. Ouais. Est-ce que, justement, la question, j'ai envie de dire légitime, même si tu y as un peu répondu, est-ce que tu as eu le temps d'avoir peur? Et à quoi tu pensais dans un premier temps? À sauver ta peau, celle de ta femme? Pas du tous tout. Ceux qui étaient là? Pas du tout. Sincèrement, ce qui m'a gêné dans ces moments, c'était l'image négative. On était dans une période où on vivait le terrorisme en France, Ouais. où les actes se multipliaient. Et je me disais, merde, je suis encore dans une histoire où ce mec, c'est vrai que c'était un métis, j'ai appris que c'était un métis africain. Et même moi, je croyais que c'était au début un maghrébin, je lui parlais en arabe, il ne comprenait pas. C'est après que j'ai compris que ça n'a rien à voir, c'était un Camerounais, je crois d'ailleurs. Non, la seule truc, il fallait mettre un stop à tout ça et éclaircir la situation. J'ai pas eu peur. Le moment où c'était un peu bizarre, c'est qu'il me dit j'ouvre la porte, où je lui dis ben merde, j'ai pas le temps de lui sauter dessus, je sais pas comment réagir, et puis je dis ben vas-y ouvre. Je l'ai eu au bluff, ça a marché. Et après j'étais plus énervé qu'autre chose. À un moment, dans la bagarre, je suis au sol avec lui, je le tiens par le cou et je lui demande, je lui dis, écoute-moi, je jure une chose, que si l'avion venait à s'écraser, je jure, je te tuerai avant qu'on touche le sol. Ça veut dire, voilà, mais je n'étais pas paniqué, ça allait très vite, tout allait très vite. Le héros de ce vol, donc Lufthansa en 2018 entre Munich et Paris. Tout ça est écrit dans un livre qui s'appelle Dans le droit chemin, qui est sorti donc au mois de mai dernier, et que tous les auditeurs auditrices qui veulent avoir le détail de cette histoire et de tout ce vol finalement qui va très vite, mais il y a beaucoup de détails très importants et on n'a pas tout raconté évidemment ici parce que il faut que les gens s'imprègnent de l'histoire au travers de ce livre. Eh bien, n'hésitez pas donc à l'acheter dans le droit chemin de Tariq Saïbeddine, donc ancien boxeur et héros d'un jour, j'ai envie de dire, dans ce vol Lufthansa entre Munich et Paris. Ça t'arrive d'y repenser régulièrement à ce qui s'est passé, ou t'as très vite passé à autre chose? Non, parce que ma vie a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé, Tariq? Beaucoup de choses. J'ai le travail, les relations. Des enfants, par exemple? Non, sur le plan familial, c'est vrai que même mon épouse, ça nous a rapprochés. C'est un moment qui nous a rapprochés encore plus. Mais surtout, voilà, qu'on a écrit ce livre, un exemple avec City Édition, qui m'a fait confiance, qui est une très grande maison d'édition, ce livre, déjà, c'est magique. Il est publié partout en France, il est en Belgique, il est en Suisse, il est au Canada. En France, on le retrouve, les Fnac, Leclerc, bref, c'est un gros truc, c'est un gros projet que j'aurais jamais imaginé. Et au-delà de ce qui s'est passé dans le vol Munich-Paris, ça raconte aussi mon autobiographie, quoi. Ma biographie, c'est moi qui vais la raconter, parce que j'ai eu un parcours atypique avec des bas, des hauts, mais voilà, c'est la preuve qu'il faut tout le temps garder l'espoir et se battre. La vie est un combat au quotidien. Marine, petite question à Tariq? Oui, tout à fait. J'ai 2 ou 3 petites questions. Tariq, est-ce que l'individu était armé? Parce qu'on a parlé d'actes de terrorisme. Ouais. Alors, généralement, les terroristes sont armés, sont décidés. Alors, a priori, l'acte n'était pas prémédité, c'était plus ou moins spontané, ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure quand je parlais avec vous hors antenne. Voilà, quand j'étais assis déjà et que j'avais repéré son manège,
premier réflexe était de surveiller comment il était habillé, est-ce qu'il pouvait porter une arme, est-ce qu'il y avait du monde avec lui. Et vite fait, j'ai vu qu'il portait, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, un survêtement serré, il avait un haut du Bayern de Munich, donc je voyais qu'il n'avait même pas ni couteau, ni pistolet, il n'y avait rien du tout. Et Ça vous a quelque peu facilité la tâche. ouais, énormément, bien sûr. Après, bon voilà, je savais que ça a assez du 1 contre 1. Et là, on n'est pas dans un ring. On est, vous savez, dans ces jeux-là, le premier qui touche, ça fait mal. Voilà. Et donc, je savais que je m'inquiétais pas pour ça, quoi. Alors, Tariq, on va en reparler un petit peu plus tard, évidemment. Tu restes avec nous, hein, tu es bien installé. Dans un instant, on va accueillir monsieur le consul général du Maroc à Paris pour faire le point sur une annonce qui a été faite par le Maroc, à savoir l'entrée en vigueur du visa électronique. Qui cela concerne-t-il? Eh bien, on aura la réponse et les détails dans un instant avec monsieur le consul général du Maroc à Paris en direct dans le LGF sur France Maghreb 2. Dans un instant, à tout de suite. Merci d'être en direct dans le Grand Forum, votre émission de référence tous les jours sur France Maghreb 2. Merci encore une fois de votre présence avec un bon plateau aujourd'hui, beaucoup d'invités. On va faire à présent une petite escale au Maroc avec monsieur le consul général du Royaume du Maroc à Paris, monsieur Moustapha El-Bouazaoui qui est avec nous. Monsieur le consul, bonsoir. Et bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs. Merci monsieur le consul de nous accorder ces quelques petites minutes pour essayer de comprendre ce qui a été annoncé par le Maroc, par le Royaume du Maroc, à savoir la mise en place d'un visa électronique à compter du 10 juillet. Et j'avoue que beaucoup se sont questionnés pour savoir qui réellement sera concerné. Monsieur le consul, des explications qu'on attend avec beaucoup d'intérêt. Merci Monsieur Pro de m'avoir donné cette occasion parce que comme ça vous contribuez à porter une clarification et répondre à toutes les questions, les préoccupations parce que nous avons reçu un flux d'appels téléphoniques, les gens qui viennent directement au consulat pour demander plus de précision et il y avait aussi certaines idées fausses qui ont été véhiculées au sujet de le e-visa. Tout simplement, e-visa, c'est la mise en place de visa électronique pour faciliter la tâche aux personnes qui sont soumises à la formalité de visa et qui souhaitent l'obtenir pour rentrer au Maroc. Je précise très bien que ce sont des ressortissants étrangers soumis à cette formalité. Je dis bien des ressortissants étrangers qui sont soumis à cette formalité. Ça, donc l'entrée en vigueur de e-visa, c'est à compter de 10 juillet 2022. C'est une demande en ligne sur le site www.accès-maroc.ma. C'est une autorisation unipersonnelle, c'est-à-dire qui concerne une personne permettant l'accès au Maroc pour un séjour ne dépassant pas 30 jours sur le territoire, qui est délivré si en cas d'un visa express en 24 heures, si c'est un visa normal qui n'a pas d'urgence, en soit dans un délai de 72 heures. Il sera délivré en ligne, là je précise, à 3 catégories de ressortissants étrangers, pour plus de précision, qui sont soumis au visa. La catégorie A, ce sont les Israéliens et les Thaïlandais. La catégorie B, ce sont les ressortissants étrangers soumis au visa qui ont un passeport valide et qui résident dans l'un des pays de l'Union européenne ou un pays du Canada ou le Canada ou les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande, Japon, Norvège et la Suisse puis la Nouvelle-Zélande. Voilà donc j'ai bien précisé que ce sont les ressortissants soumis au visa résidant dans l'un des pays de l'Union européenne ou le Canada ou les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande, Israël, Japon, Norvège, Suisse, New-Zélande, bien entendu. La troisième catégorie, ce sont les ressortissants toujours soumis à la formalité du visa et qui ont un visa délivré soit par les États-Unis, soit par le Royaume-Uni, l'Irlande, soit un visa Schengen ou un visa de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Un visa, je dirais, ils sont détenteurs d'un visa de 90 jours
avec entrée multiple à la date de dépôt de la demande. Le visa électronique, donc, un modèle est affiché sur les locaux, au niveau des locaux du consulat. Il est sur Google si mes informations sont bonnes. C'est un visa uniquement catégorie tourisme ou affaires. La partie du visa juste pour la morphologie du papier, c'est subdivisé en 5 parties. La partie concerne le numéro de visa, validité, le type du visa et le nombre d'entrées. La deuxième partie, ce sont les informations concernant la personne, le nom, le prénom, la nationalité. La troisième partie, c'est le numéro du passeport et sa validité. La quatrième partie, c'est sa résidence, c'est-à-dire son pays de résidence, ou le permis de résident et sa validité. La cinquième partie, bien sûr, il y a une éventualité de prorogation de validité pour une raison ou une autre. Donc, il faut juste pour cette personne-là de prouver et de justifier le titre de séjour dans soit le tourisme ou affaires, le billet de retour, le moyen de subsistance, bien sûr, c'est à peu près calculé à 70 € par jour. L'hôtel où il va être logé ou la réservation, une invitation d'une famille. Et bien sûr l'assurance de voyage. Très bien. Alors monsieur le consul. Monsieur Pro, je continue si vous permettez. Le document à produire, c'est-à-dire ce visa-là, au moment de l'embarquement et à l'arrivée au Maroc. Pour la question des paiements de droits de chancellerie pour être complet, ça se fait aussi par voie de manière électronique. Je rajoute juste une petite précision pour les mineurs de moins de 18 ans. Ils doivent être accompagnés par un des parents ou un représentant légal pour le tourisme. Pour le visa affaires, doit être muni d'une invitation par un département ou un ministère de tutelle, une recommandation d'une chambre professionnelle, ou bien une invitation d'un organisme pour tout ce qui est participation aux foires ou expositions. J'espère être compris et bien expliquer la chose pour je vous en remercie. Mettre fin à tout ce bruit sur parce qu'il y a de fausses informations, comme je l'ai dit au début, sur cette catégorie, ce qui veut dire que les pays qui sont d'habitude, les ressortissants des pays qui ne sont pas soumis à la formalité du visa, ne sont pas concernés par cette annonce. Monsieur le consul général du Royaume du Maroc, merci pour ces précisions. Donc aujourd'hui, pas de changement pour ceux qui étaient déjà concernés par ce qu'on appelle le visa papier, qui seront maintenant par le visa électronique. Pour les autres personnes, rien ne change. Et c'est ce qui est important de retenir. Monsieur le consul, pour terminer, aujourd'hui on a une forte remontée de l'épidémie du Covid-19. Est-ce que le Royaume du Maroc est un petit peu inquiet au vu de la masse de touristes qui risquent de se rendre dans le Royaume cet été? Est-ce qu'il y a de nouvelles mesures qui pourraient rentrer en vigueur, monsieur le consul? À ma connaissance, jusqu'à présent, non. On attend s'il y a des annonces, elles seront publiées par tous les moyens de communication. Sauf qu'il y a toujours une incitation pour, c'est-à-dire les mesures de précaution que chacun doit prendre. Absolument. Pour contribuer à ce que l'épidémie ne doit pas augmenter, n'aura pas encore d'effet, parce que nous avons laissé derrière nous toute une période très difficile et avec beaucoup de tristesse, et que le paramètre de santé et de sécurité de santé des gens doit être à l'esprit de tout le monde, pour tous les voyageurs qui sont appelés à prendre leurs dispositions et à observer et respecter les mesures qui sont mises en place. Monsieur le consul général du Royaume du Maroc à Paris, merci beaucoup, monsieur Moustapha El Bazaoui. Je vous en prie, c'était un plaisir. Encore une fois, je suis très heureux de vous avoir. Pareillement, monsieur le consul. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre passage et vos éclaircissements. J'espère que tout est clair à présent. En tout cas, ça l'est avec les explications de monsieur le consul. Restez avec nous sur France Maghreb 2. On continue avec nos invités et nous accueillons un youtubeur que beaucoup ont découvert et connaissent aujourd'hui, notamment depuis qu'il est parti chez les DZ. Un pays pas comme les autres, paraît-il. On en reparle dans un instant.
Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, interview du consul général du Royaume du Maroc à Paris, qu'on vous mettra certainement en podcast sur le site www.francemaghreb2.fr. En tout cas, voilà, les éclaircissements ont été apportés, les éclairages. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interrogations suite à cette annonce de la part des autorités marocaines. Les choses sont un peu plus claires. Donc voilà, très simplement, si vous êtes français avec le passeport français, rien ne change évidemment. Pour ceux qui sont titulaires de la carte de résidence, voilà, ce sont en partie ceux qui sont concernés. Pour réécouter évidemment toutes les mesures et les règles précises rapportées il y a quelques instants par le consul général du Royaume du Maroc à Paris, rendez-vous sur notre site dans quelques minutes sur le www.francemaghreb2.fr. Avec moi aujourd'hui Smaïd Tefour, toujours notre journaliste à mes côtés pour cette belle émission, puisqu'on a beaucoup voyagé, on a beaucoup parlé de ce livre et de ce vol Lufthansa avec Tariq Saïbeddine qui est toujours avec nous, cet ancien boxeur qui a été le héros d'un vol Munich-Paris en empêchant le détournement de l'avion par un terroriste qu'il a su maîtriser en plein vol, et tout le récit de l'histoire est à retrouver dans le livre Dans le droit chemin, sorti au mois de mai. Et puis là, mesdames, messieurs, évidemment, vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000. C'est quelqu'un que vous avez certainement découvert. Moi, j'avoue que je l'ai découvert lors de son voyage en Algérie. C'est un youtubeur, il est avec nous, c'est Ben Enco. Salut Ben. Bonsoir. Bienvenue Ben. Merci Ça fait plaisir beaucoup de te voir ici parce que on t'a beaucoup vu sur Instagram. Alors, explique-nous d'abord comment ça s'est passé, cette envie de partir en Algérie, Ben. C'est pas commun quand même. Ben écoutez, moi, comme j'explique à chaque fois, ça fait 10 ans que je voyage partout dans le monde. Et ça fait 7 ans que je réalise du contenu sur Internet. Et en fait, dans ma quête de découvrir du moins un maximum de pays, un maximum de cultures, voilà, j'avais pas fait l'Algérie, c'était le moment, c'était comme ça. Ça s'est pas décidé... on va dire, ça s'était pas décidé depuis des mois et des mois. Voilà, ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Donc je connaissais déjà le Maroc, je connaissais pas l'Algérie, je connaissais pas la Tunisie. Est-ce que ça a été... Alors, première question, ouais. On entend beaucoup de choses sur l'Algérie. Est-ce que tu es parti dans ce pays avec des a priori? Aucune. Ouais. Aucune. Et c'est un peu le but de ma chaîne YouTube, justement, c'est de pouvoir un petit peu casser les stéréotypes et les clichés que les personnes peuvent avoir en fait sur les pays, parce que ça a été comme ça en fait toute ma vie de voyageur. Quand j'ai voulu partir en 2014 en Colombie, on m'avait dit fais gaffe, tu vas te faire enlever, tu vas te faire tuer, tu vois. Et en fait, à chaque fois que je vais dans un pays comme ça où on a toujours des a priori, et enfin par rapport à ce qu'on peut voir ou entendre à la télévision à chaque fois, du coup, je me rends compte que ce que je vis dans chaque pays, c'est l'opposé de ce que certaines personnes peuvent me dire en fait. D'accord. Alors, donc, l'envie de partir en Algérie pour faire découvrir à tous ceux qui te suivent sur YouTube, parce que je rappelle que tu es youtubeur, que tu as voyagé un petit peu partout dans le monde, et à chaque fois le même procédé, c'est-à-dire que tu pars en ayant fait un circuit, ou tu pars vraiment en allant dans une ville et puis tu te laisses guider ensuite. C'est exactement ça, c'est à l'arrache, mais vraiment le terme à l'arrache. J'arrive sur place, je sais pas ce qu'il y a à voir, pas ce qu'il y a à faire, et je construis une aventure au fil des jours, au fil des rencontres, au fil des opportunités. Je me laisse vraiment guider par mon intuition en fait, et par les rencontres que je fais. Et alors bien évidemment que si j'atterris dans une ville comme, alors je cite un exemple à part, mais comme Rio de Janeiro, je sais que j'ai envie de voir une merveille du monde comme le Christ Rédempteur, etc. Mais sinon, autrement, quand j'atterris dans un pays, souvent, et même tout le temps en vérité, je sais jamais qu'est-ce que je vais faire. Alors, et je sais même pas d'où est-ce que je vais repartir. T'es arrivé à Alger, en Algérie? Je suis arrivé à Oran. À Oran, ouais. Ah bah chez Smaïn. Exactement. Smaïn. C'est la meilleure destination. Bon choix. C'est un très très bon choix en effet, parce que nous autres, on dit que la côte ouest algérienne, c'est un peu la côte ouest américaine. Il a dû peut-être se rendre compte sur le climat, ne serait-ce qu'au plan climatique. Il y a même des paysages vraiment pittoresques. Je ne sais pas si tu as été du côté vraiment de l'ouest oranais, du côté, par exemple, de la mer, comme Madère, par exemple. Je ne sais pas si tu as été là-bas ou pas. Non, moi je suis monté jusqu'au fort de Santa Cruz. Santa Cruz, oui, en effet. Donc ça a une vue plongeante, ce qui domine la baie d'Oran. Exactement. Et Santa Cruz qui a été construite au XVIe siècle par les Espagnols.
Exactement. Il y a même un couvent là-bas, je ne sais pas si tu viens d'un ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu as vu d'autre aussi? La porte de Canastel, par exemple, qui est dans le vieil Oran, c'est de où aller? Alors en général, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms de rues ou de Saint-Louis, portes. Saint-Louis, ça te dit quelque chose? Mais moi, je suis pas. En fait, quand je suis arrivé directement dans Oran, parce qu'à ce moment-là, j'étais hébergé chez une personne, et en fait, j'ai traversé, je pense, c'est pour moi le vieil Oran, là où il y a le marché de la Bastille, etc., pour arriver sur la place centrale, la place d'Armes. D'accord. Et après, j'ai vadrouillé un peu tout autour comme ça, et je me suis laissé téléguider en fait par mon intuition. Très tout bien. simplement. Et une question, Ben. Pourquoi Oran? Pourquoi pas, par Oui, exemple, pourquoi avoir choisi Constantine? d'atterrir à Pourquoi Oran? pas Alger? Pourquoi pas Mostaganem, qui est à 80 km d'Oran, qui est une jolie ville également? Justement, pourquoi Oran? Parce que sur ce voyage, déjà, j'avais en fait un abonné qui m'avait écrit depuis 2018 et qui m'avait dit: Ben, franchement, ça fait longtemps que je suis tes vidéos. Il s'appelle Karim. Et il m'avait dit, voilà, l'Algérie, c'est un pays auquel on ne pense pas souvent, mais pourtant, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. Et il m'écrivait déjà depuis 2018, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivaient depuis pas mal de temps pour que j'aille visiter justement l'Algérie. Et bon, après, il y a eu la pandémie, etc. Mais du coup, pourquoi Oran? Parce que en fait, il m'a hébergé les premiers jours au sein de sa famille à Mostaganem. Donc aide, du coup, c'était plus simple pour moi d'atterrir à Oran. Et aussi dans une logique, on va dire, de praticité. Je savais que je pourrais pas tout faire en étant limité, parce qu'il faut savoir que j'avais un visa, hein, j'ai pas de passeport algérien. J'allais poser la question, comment ça s'est passé en amont, parce que pour se rendre en Algérie quand on est français, c'est ton cas, il faut le visa. Voilà. Ouais, c'est ça. Il faut un visa. On t'a pas mis de difficulté pour l'avoir? Tu l'as eu facilement? Aucune, oui. Franchement, je vais pas mentir, je l'ai vraiment sans facilement. Sans coup de main ou vraiment Sans coup de main. En fait, j'ai eu la chance sur Facebook, sur un groupe de voyageurs, j'avais posté un mot, j'avais dit voilà, j'aimerais bien me rendre en Algérie. Ouais. Et du coup, par rapport aux démarches de visa, comment ça se passe? Et là, il y a un mec super sympa qui s'appelle Cédric, qui était aussi abonné à ma chaîne YouTube. Ouais. Et en fait, qui était parti récemment en Algérie. Et donc, du coup, il m'a expliqué un petit peu les démarches. J'ai fait exactement ce qui est écrit sur Internet. J'ai imprimé le papier, j'ai fourni les preuves nécessaires. Ouais. Voilà. Combien de temps t'es parti au départ? Alors, moi, à la base, j'aurais aimé pouvoir rester au moins 90 jours. Ouais. Mais j'ai eu un visa de 30 jours. Et dès que j'ai su que j'ai eu mon visa... j'ai pris un billet, donc en fait j'ai fait que 25 jours sur 30 possibles. Alors on va en parler évidemment de ce voyage, reste avec nous. Pelenco, si vous voulez interroger, 01 40 33 9000, vous l'avez suivi comme nous sur YouTube, sur Instagram, il est avec nous et en direct sur France Maghreb 2. Avec nous sur France Maghreb 2, Tariq Saïbeddine toujours avec nous pour ce livre, on le rappelle, dans le droit chemin, ça parle de ce vol Munich-Paris, qu'il a réussi à maîtriser le terroriste qui menaçait de détourner l'avion entre Munich et Paris, ancien boxeur, ça aide quand même, hein. D'ailleurs ça t'a aidé Tariq? Ça m'a aidé. J'imagine, effectivement. Alors, Belenko est avec nous, le youtubeur qui a fait beaucoup de voyages dans sa vie et en fait profiter évidemment ses abonnés sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Et on avait envie de parler avec lui de ce voyage en Algérie, donc démarche auprès de l'administration algérienne pour obtenir le visa, ce que tu as eu, et tu choisis donc pour le côté pratique d'aller à Oran, puisque tu connais quelqu'un là-bas qui t'héberge. Est-ce que dans ta tête, quand tu atterris à Oran, tu sais ce que tu vas faire, ou alors vraiment pas du tout, ça s'est fait dans l'instinct le plus total durant toute la durée du séjour? Franchement, tout s'est fait dans l'instinct, sincèrement. Il y a juste Karim qui m'avait dit, voilà, écoute, les 3 premiers jours, comme j'arrivais en plus à la fin de l'Aïd. Donc du coup il m'avait dit tout est fermé, mais t'inquiète, on t'a prévu des trucs, on va te faire visiter un petit peu le coin durant au moins les 3 jours avec lesquels tu seras avec nous. Et après tout le reste s'est fait vraiment à l'instinct. J'avais aucun plan, je savais qu'en 25 jours j'étais limité, je pourrais pas tout faire, donc je me suis dit je vais faire au moins la côte et aller au moins jusqu'à la frontière avec la Tunisie. Et puis si j'ai le temps, peut-être qu'après j'essaierai de descendre vers le Sahara, mais finalement j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps. Justement, t'as loupé un truc, nous disait Smaïn à Oran. Le Grand Canyon d'Oran, qui n'a rien à envier à celui de l'Arizona en fait. D'ailleurs, dont j'ai la photo que je voulais montrer justement à Ben.
c'est un lieu qui devient de plus en plus touristique. Il y a même des Japonais qui ont visité ce lieu. D'accord. Voici les images. Ok. Et voilà, il y a pas mal d'endroits qu'il fallait peut-être visiter. Bon, 25 jours, c'est peu. Dans un pays C'est qui peu. fait 5 fois, 6 fois la France, 25 jours, 381 000 km². c'est trop peu. Mais on reviendra. Après, c'est 25 jours passés en Algérie où tu as beaucoup voyagé, tu as rencontré énormément de monde, tu as visité quand même quelques villes. Vraiment, le passage à Constantine est très, très sympa aussi. Justement, quelle est aujourd'hui ta définition de l'Algérie, du peuple algérien? Si on devait résumer pour moi l'Algérie en un mot, ce serait l'hospitalité, tout simplement. C'est vrai. Donc Ouais. elle est réelle, cette hospitalité. Oui, elle est réelle. C'est pas une rumeur. Elle est vraiment réelle en fait. Alors, dans tes vidéos, tu nous faisais partager régulièrement tes rencontres, tes visites, et tu disais, mais c'est un truc de fou, parce que dans plusieurs endroits, tu t'es rendu pour manger au restaurant, etc., et à chaque fois, on te payait l'addition. Alors, heureusement pas à chaque fois, mais beaucoup de fois, oui. Beaucoup Ouais. de fois. Là, j'ai un exemple en tête, justement, quand j'étais à Constantine. Je rentre dans un resto et bon, il y a un monsieur qui était assis. Ouais. Se salue, mais très brièvement. On n'a même pas discuté ensemble. Ouais. Et je pose ma caméra pour une fois après avoir commandé mon plat, je pose ma caméra pour faire ma vidéo. Et là, il me tapote dans le dos et il me dit c'est bon, c'est réglé. Et puis il part comme ça, comme un gentleman, il s'en va. Voilà. Ça m'est arrivé aussi une fois par un franco-algérien quand j'étais en Kabylie, à Béjaïa, pareil. J'étais en train de manger, il me tapote, il me dit c'est bon, c'est réglé. Moi, ça fait plaisir, voilà. Alors, justement, parmi tout ce que tu as visité en Algérie, il y en a beaucoup. J'imagine que tu prévois d'y retourner, d'ores et déjà. Alors moi, j'ai la définition du voyage tranquille, c'est-à-dire du slow travel. J'adore quand je vais dans un pays, c'est pouvoir en voir un maximum et pas juste me dire bah tiens, je suis en Algérie mais j'ai fait que Alger. J'aime bien voir plusieurs villes, plusieurs endroits parce que je sais qu'au sein même d'un pays, il y a plusieurs cultures. Donc 25 jours, trop court, donc saison 2 obligatoire. Et on se déplace comment quand on est youtubeur et qu'on vient de France, qu'on veut visiter l'Algérie? On fait appel à des gens en taxi, on prend les transports en commun, comment ça se passe? En vérité, tout est possible. Si vous êtes vraiment un vadrouilleur dans l'âme, tout est possible. Vous pouvez le faire en stop, vous pouvez le faire en vélo, vous pouvez le faire. Il y a personne qui vous met des barrières. Alors évidemment que moi, en tant que créateur de contenu, j'avais ma caméra à la main, donc j'étais toujours repéré. Mais en vérité, quand j'avais pas la caméra à la main, personne faisait attention à moi. C'est-à-dire que je me fondais dans la masse. Ouais. Mais sinon, pour se déplacer, c'est vraiment très très simple. Pour aller de ville en ville, vous allez à la gare des taxis et des bus, des taxis collectifs, c'est partagé. Voilà, donc le taxi peut prendre jusqu'à 8 personnes, on partage le prix, enfin voilà, on paye sa place. Et Près de 5 € à peu près. Ouais, voilà, Ouais. ça dépend des destinations. Ouais, Bon, tout dépend en effet. plus c'est loin, plus c'est cher, entre guillemets, mais on va dire que nous, avec l'euro, on a beaucoup de chance, ça reste toujours des tarifs qui sont plus que On corrects. part avec un budget quand même. Parce qu'il faut un budget. Je me fixe aucun budget, moi, en général, dans le sens où j'ai toujours travaillé beaucoup pour financer mes voyages. Et en fait, je réalise des voyages ce que j'appelle que tout le monde peut faire. C'est-à-dire que c'est pas des voyages en hôtel 5 étoiles. Ouais. C'est vraiment des voyages dans des auberges ou dans des petits hôtels corrects Chez l'habitant. ou chez l'habitant. J'ai déjà fait du couchsurfing, pour ceux qui connaissent la plateforme, voilà, où on est hébergé chez l'habitant. Ouais. Alors, pas sur ce voyage. Mais voilà, c'est le monde du routard, quoi. C'est la débrouillardise et tout est possible, en fait. Et c'est toi qui décides au long de ton voyage de rester par exemple plusieurs jours dans une même ville C'est ça. ou de passer à autre chose. Est-ce que tu te renseignes évidemment, j'imagine, avant de partir sur les endroits où il faut aller, où il faut dans les villes que tu vas traverser, qu'est-ce qu'il faut voir dans ces villes-là, ou vraiment c'est encore une fois Non, mais je suis un j'ai envie de dire à voyageur l'aveugle. l'arrache. Non, mais oui, c'est à l'aveugle, mais Ouais. à l'arrache, faut le dire. ouais, Je suis un vrai voyageur qui n'organise absolument rien. ouais. Mais vraiment, et ce qui fait que quand j'aime un endroit, je me permets de rester plus longtemps. Souvent même, quand je peux, en général, je pars sans billet retour. Ouais. C'est-à-dire qu'au moins, je suis libre de rentrer d'où je veux. Et c'est comme ça que je fonctionne. Bon, là, c'était différent pour l'Algérie parce que j'avais un visa, donc j'étais obligé de quitter à une date butoir le pays. Ouais. Mais je savais même pas d'où est-ce que j'allais partir. Est-ce que les gens t'ont reconnu dans la rue À la fin. Enfin en Algérie? À la fin, ouais. Ouais. À la Ça a fin. été énormément suivi, hein, tu le sais. Ben, à la fin, oui, j'ai remarqué que ça avait pris une ampleur. Dès que je descends du tramway à Constantine, il y a un monsieur qui m'arrête pour me féliciter. Je retourne sur Alger le dernier jour. Plusieurs fois dans la rue, des personnes m'arrêtent pour me féliciter, pour me remercier.
Donc ouais, franchement, ça fait plaisir. Smaïn, on peut poser la question, quel est l'endroit qu'il a préféré, quel est l'endroit que tu as le plus kiffé en Algérie, je sais pas, ça peut être une ville au travers de rencontres aussi, quel est l'endroit vraiment qui restera gravé quoi, en Algérie, sincèrement. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et de toutes les régions, mais franchement, toi, Ben, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce voyage? Comme je dis toujours, en fait, ça... Tu veux pas te mouiller, j'ai Non, c'est pas que je veux pas mouiller, mais... Non, mais justement, c'est pas que je veux pas mouiller, mais en fait, chaque ville, chaque endroit a son charme. C'est-à-dire Oran, c'est Oran, Béjaïa, c'est Béjaïa, Constantine, c'est Constantine. Chaque ville a une histoire, chaque ville a un charme. Et puis après, c'est propre à chacun. Et comme tu disais à l'instant, justement, ça dépend aussi peut-être des fois ce qui peut faire la beauté d'un lieu. C'est une rencontre, une bonne rencontre. Et puis finalement, waouh. Mais je pense que c'est propre à chacun. Ça dépend de ce qu'on aime. Il y a des gens qui aiment les montagnes. Donc ils vont vous dire, moi, je préfère la Kabylie pour la nature, les montagnes. Moi, je préfère la mer. Moi, je préfère les grandes villes. Donc, pour des gens, ce sera Alger. Mais en fait, j'ai aimé chaque endroit où j'ai été. Maintenant, si vous me demandez, moi, ce que j'aime, que ce soit l'Algérie ou la Turquie ou la Tunisie, moi, j'aime bien ces petites villes en bord de mer où c'est ambiance un peu détente. Où, voilà, mais en même temps, il y a pas mal d'autres trucs à faire autour. Donc, par exemple, j'avais bien aimé mon passage à Béjaïa parce que j'avais bien aimé ce côté sur la brise de mer, donc la longue promenade. Après, voir le Cap Carbon. Le Cap Carbon, le Pic des Singes, je suis monté à pied. Donc, tu as dû voir les singes et tout ça. D'accord. Donc tout ça c'est des choses que j'aime en fait. Il y a un mélange entre montagne, mer, nature, mais en même temps petite ville sympathique, de bonnes glaces aussi. T'as bien kiffé. Farid boule à glace. Sur le front de mer. Alors est-ce que t'as grossi d'ailleurs depuis ton passage en Algérie, Ben? Pardon? Est-ce que t'as pris beaucoup de kilos? Franchement non. J'ai eu beaucoup de chance, je me suis pesé et ça va, franchement ça va. Quel est le plat que t'as kiffé en Algérie? Oh, il y en a plein. Déjà, moi, je suis très street food, donc tout ce qui est 40 tikka dans l'ouest du pays. Après, dès qu'on va vers l'est, il y a d'autres spécialités, mais j'arrive à Constantine, j'ai mangé la chachoura constantinoise, le couscous au poisson de Gigel. Mais aussi, quand j'étais chez Karim au tout début, sa maman est très gentille et nous avait préparé plein de petites spécialités de Mostaganem, le couscous de Mostaganem, un couscous à la viande, mais que j'avais jamais mangé, un couscous comme ça. Voilà. En fait, il y a tellement de spécialités, voilà. Et puis comme je suis pas difficile et qu'en général j'aime tout. En tout cas, on rappelle, amis auditeurs, que Ben & Co est avec nous, youtubeur que vous avez certainement suivi, beaucoup suivi sur les réseaux, sur Insta. T'étais très présent sur Insta. C'était les stories tous les jours. On voyait le voyage de Ben & Co. Oui, quand même. Et justement, il nous disait, quand je lui demandais la définition en fait pour définir le peuple algérien, l'Algérie c'était l'hospitalité, et c'est vrai, c'est ce qui revient à chaque fois. On a Jamel qui est avec nous, qui t'a certainement suivi sur les réseaux. Salut mon Jamel. Salut, comment ça va? Comment allez-vous toutes et tous? Ça va très bien mon Jamel. Est-ce que t'as suivi Ben & Co sur Insta ou sur YouTube? Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 25 jours, il fait plus d'endroits que nous. C'est vrai ça, mais alors ça c'est carrément vrai, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a plein de gens qui partent en Algérie pendant les vacances voir leur famille dans leur ville, dans leur ville d'origine, et il y en a beaucoup qui connaissent pas le pays. Toi t'as retourné le pays à ta manière, Ben. C'est ce que vous venez de dire à l'instant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui partent, mais souvent ce sont des Français d'origine algérienne, et quand ils vont en Algérie, c'est pour voir leur famille. C'est ça. Donc ils ont un timing, on va dire, de 15 jours de vacances, et ils sont là pour voir la famille, donc ils sont pas là pour vadrouiller dans le pays. Et moi c'est différent, c'est pas comparable, je suis un voyageur, j'ai fait ça toute ma vie en fait, de vadrouiller de ville en ville, de région en région, donc c'est peut-être pour ça que j'en ai fait sûrement plus. C'est clair. Mais... Jamel. Ouais. Écoute, moi, ce genre de voyage, c'est exactement de cette manière-là que j'aime bien aller dans un endroit et puis tu vas là où tu as envie d'aller, tout simplement. Et je pense qu'il a eu raison et il a raison de vouloir y retourner parce que c'est, comme on l'a dit avant-hier, c'est un pays qui a tellement de choses à voir, il est tellement vaste ce pays que 25 jours, c'est chaud. Et le Sahara lui ouvre les portes. Le Sahara, c'est quelque chose qu'il faut faire absolument, Ben. Ça sera pour la saison 2 en tout cas. Merci Jamel. On en parlait il y a 2 jours, comme le vient de dire Jamel, de l'Algérie, parce qu'on a reçu quelqu'un que tu as rencontré d'ailleurs le même jour. C'est le fruit du hasard. C'est Salia Hadj Jilani, qui est rédactrice en chef du magazine Escapade, que tu as rencontré, je crois, à l'Institut du Monde Arabe mardi soir. C'est ça, exactement. J'ai vu ça dans ta story, tu vois. Voilà, donc c'était mardi soir. Donc les Oran, Mostaganem, Alger, c'est quand même une ville particulière, Alger, non?
Bah, Alger, c'est la capitale, donc Ouais, c'est une déjà. grande ville. Hein. En soi, mais En soi, qu'est-ce qui t'a marqué à Alger? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as visité? Raconte-nous un petit peu cette ville extraordinaire. bah, l'avantage d'arriver dans une ville où on connaît rien, c'est que on peut être toujours que agréablement surpris. Comme je dis toujours, lorsqu'on n'a pas d'attente en fait d'un endroit, on peut toujours qu'être agréablement surpris. Donc voilà, j'avais pas d'attente et je suis arrivé à Alger. J'ai eu la chance d'être récupéré sur place par des abonnés aussi. Alors moi justement, C'est incroyable ça. ouais, mais moi ce que je voulais pas justement, c'était être guidé durant tout mon voyage. Mais là, c'était différent parce que c'était des abonnés algériens mais d'origine kabyle qui souhaitaient m'emmener avec eux dans les montagnes de la Kabylie. Donc on s'était donné rendez-vous sur Alger justement. Et en fait, ils m'ont récupéré. Puis de fil en aiguille, hop, on cherche un hôtel. Et ça s'est construit comme ça. Et après, les jours suivants, donc quand j'étais tout seul, bah en fait, j'ai fait ça comme d'hab. À l'intuition, j'ai regardé, tiens, qu'est-ce qu'il y a à voir sur Alger? Ok, il faut que je fasse la cathédrale de Notre-Dame d'Afrique. Tiens, ok, quartier de la Casbah. Voilà. Mais encore une fois, voilà, je le répète, quand on n'a que 30 jours, c'est vraiment, il y a plein de choses que j'ai pas vues. J'ai pas vu la grande mosquée d'Alger, j'ai pas vu, voilà, il y a plein de choses que j'ai regarder pour la saison 2. Mais voilà, il Ben. faut il faut se garder des remise, surprises. hein. Sinon, bah, si on fait tout, comme je dis toujours, il y a plus de surprises pour les prochains voyages. C'est clair. Daoud a une question au 01 40 33 9000. Daoud, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, question pour Bonsoir. Ben Enco qui est avec nous. Ouais, c'est toujours un plaisir d'écouter la radio avec toi, Christophe. C'est une bonne coïncidence puisque je suivais aussi Ben. Quand il avait très peu d'abonnés, il était parti en Turquie, je crois qu'il s'était fait voler ou casser son drone là. Je me rappelle encore de cette scène-là. Et j'aimerais lui poser une question. Est-ce qu'on est d'accord, hein, Ben, pour dire que la meilleure cuisine du monde, c'est celle de la Turquie? Allez, ça y est. On va Qu'est-ce que on va c'est pas que se cette faire histoire que des amis ce soir, hein, entre quelle est la meilleure ville d'Algérie, quelle est la meilleure cuisine du monde. Vous allez me faire perdre un max de followers. Ben, je plaisante. c'est quoi cette histoire avec Non, ce non. drone là? Alors l'histoire avec le drone en fait c'est très simple, c'est que j'ai un drone depuis à peu près 1 an et demi que j'emmène dans les pays où j'ai le droit de l'emmener. Donc Ouais. la Turquie j'avais le droit, mais je l'ai D'accord. pas pris malheureusement pour l'Algérie, mais je pense que j'aurais pu encore faire plus de belles images si j'avais pu l'avoir. Mais Ouais. donc voilà. Et en fait l'histoire c'est que je me suis retrouvé à Mardin dans le sud-est de la Turquie, à la frontière en fait avec la Syrie, et c'est un endroit qui est très contrôlé par l'armée. Et en fait, je faisais un petit vol de drone et puis il a tout simplement disparu, il est jamais revenu. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'est possible que ce soit l'armée qui l'ait qu'il a récupéré, intercepté. voilà, Ouais. qu'il a intercepté. Mhm. Il a disparu. Et Ouais. normalement, en fait, il a l'avantage de ce drone, c'est que quand il disparaît, quand tu perds le signal, il est censé revenir tout seul. Bah oui, Il n'est jamais revenu. jamais revenu. Donc, Bon, très C'est une bien. possibilité que ce soit l'armée qui l'ait récupéré. Bon, alors pour répondre à Daoud, est-ce que Et la pour meilleure répondre à cuisine, Daoud, c'est la bonsoir Turquie? Daoud. Meilleure cuisine, non mais encore une fois c'est propre à chacun. Ouais. Par exemple, Ah il y a oui. des gens ils vont aimer la cuisine asiatique, d'autres qui vont détester la cuisine asiatique, d'autres qui vont aimer C'est la vrai. cuisine du Maghreb, d'autres qui vont. C'est clair. C'est propre à chacun en fait. C'est comme l'humour ou comme les femmes ou comme c'est voilà. Il y a des gens qui vont aimer Jamel Debbouze, il y a des gens qui vont dire moi il me fait pas rire Jamel Debbouze. Ouais, c'est Il y a clair. des gens ouais. qui vont dire moi je préfère les femmes asiatiques, moi je préfère les femmes africaines. Voilà. C'est propre à chacun la cuisine en fait. C'est vrai. Allez, bien fait pour toi, Daoud. 01 40 33 9000. Beaucoup de questions pour toi, Ben, qui est avec nous, Ben Enco, le youtubeur. Et on sera en direct. Tu l'as peut-être sûrement suivi aussi, Mehdi Debrar. C'est ce jeune homme qui s'est lancé ce pari fou de partir de Paris pour direction Alger à pied. Et on sera avec lui. Il est en Italie là aujourd'hui. Il arrive bientôt à Rome pour rendre hommage, je crois, à son grand-père il décide d'aller à Alger à pied en passant par la Tunisie d'ailleurs. Et il sera avec nous dans quelques minutes. T'as suivi Mehdi ou pas, Ben? Mais en fait on m'en a beaucoup parlé parce bah- que il est parti au même moment où je suis C'est parti ça. en Algérie. C'est ça. Mais j'ai pas tout suivi. Mais ouais, non, franchement, Eh ben, c'est une belle on sera avec initiative. lui. Ouais, Tu ouais, pourras lui poser super. des questions. Dans un Impeccable. instant, il sera avec nous. Je crois que d'ailleurs, le pauvre, il a perdu son passeport il y a 2 jours. Ah. C'est un peu la galère pour lui. Ouais, c'est il pas de nous chance. racontera aussi Un ce qui s'est voyage sans passé. galère, c'est pas un voyage. Ah, bien, c'est vrai. Ah, c'est je suis vrai. d'accord. Restez avec C'est nous sur l'aventure. France Maghreb 2. Vos questions, elles sont nombreuses. Hein. N'hésitez pas aussi à appeler le 08 92 23 99 50. Comme ça, il y aura beaucoup de monde et Ben est avec vous en direct sur France Maghreb 2 pour nous raconter son voyage en Algérie, mais aussi en Tunisie. Il faut qu'on en parle. T'as vécu de sacrés trucs aussi en Tunisie. Hein. Eh oui. Eh oui, on en reparle dans un instant. Ne bougez pas.
Le LGF, merci d'être avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 avec nos invités. D'abord Smaïn Tefour, chroniqueur dans le LGF, journaliste avec nous. Avec Tariq Saïbeddine, ancien boxeur, le héros de cet avion Lufthansa en 2018. Puisqu'il a empêché le détournement d'un avion, Tariq. Donc c'était en 2018 et tout est raconté dans un livre qui s'appelle Dans le droit chemin, c'est ça ? Exactement. Dans le droit chemin, évidemment. Et Ben Co, le youtubeur qui a voyagé partout dans le monde, dans beaucoup de pays, et vient nous raconter un petit peu son voyage de 25 jours en Algérie. Alors j'ai plein de messages, mon cher Ben, notamment Kéra qui écoute depuis son train et qui nous dit qu'il te salue bien et qui te remercie d'avoir transmis ces images de l'Algérie qu'elle aime, son pays. Tu as su en fait la faire rêver et ça c'est bien. Ben, on a Karim qui est un Karim de Béjaïa. Salut Karim. Salut Karim, comment ça va? C'est Saad, c'est pas Karim. Ah pardon, excuse-moi. Alors, on va la refaire, on va la refaire, comme ça c'est propre. On accueille tout de suite Saad de Béjaïa. Comment ça va Saad? Très bien, je suis du Havre. Oui. En plus, je suis de Béjaïa, bien sûr. Parce que je voulais poser la question à Monsieur Ben. Il t'écoute. Je le remercie beaucoup parce que la petite question, est-ce que il a été à Melbourne, le village de Zidane? Ah, est-ce que tu as été dans le village de Zidane? Te demande Saad du Havre. Non, je pense pas, sinon on me l'aurait dit. Ah, il n'a pas été malheureusement. Ouais, j'aurais bien aimé, mais non. Qu'est-ce que vous aimez de la Kabylie? Qu'est-ce que tu as aimé de la Kabylie, mon cher Ben? Ce que j'ai aimé de la Kabylie, c'est qu'on sent vraiment qu'on est dans une autre partie de l'Algérie. C'est encore autre chose, une autre culture, les montagnes, la nature. C'est autre chose, quoi. On est entre montagne et mer. Voilà, c'est comme je dis, dans chaque pays il y a des cultures différentes et la Kabylie, on sent qu'on est encore dans une autre région de l'Algérie, quoi. Ouais, avec les difficultés parfois pour les habitants qui n'ont pas de l'eau courante tout le temps. Pas à Bougie. Non, pas à Bougie. Non, pas à Bougie. Non, Vgaïet, non. Vgaïet, non. Peut-être dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Oui, tu as été un peu dans les hauteurs d'ailleurs. Sûrement dans les villages de montagne. Il y a sûrement peut-être plus de difficultés, mais moi, je ne l'ai pas ressenti en tout cas. La Kabylie n'a pas ce genre de. Excuse-moi, il y a des endroits en Kabylie, mon cher. Non, mais les coins reculés, il est vrai. Comme partout ailleurs, en Algérie, il y a des coins où il est vrai qu'il y a pénurie d'eau. Ça, c'est naturel. C'est pas par rapport aux infrastructures. C'est beaucoup plus par rapport, on va dire, au manque de pluie. Il y a une pénurie de pluie quand même. Et c'est ça qui fait qu'il y a des fois... Il y a eu du temps de Bouteflika, d'ailleurs c'est la seule chose qui lui soit positive, c'est qu'il a quand même installé des stations de dessalement qui ont carrément soulagé une bonne partie de l'Algérie, il faut le reconnaître. Nassim est avec nous au standard. Bonsoir Nassim. Voilà, baisse ta radio Nassim. Baisse ta radio Nassim, s'il te plaît. Merci beaucoup. Allô. Bonjour Nassim, Penenco est là, il t'écoute, mon cher Nassim. Bonjour. Salut Nassim. Vous m'entendez? On t'entend, on t'écoute, vas-y, t'écoute. Est-ce que moi je m'appelle Nassim et je suis d'Alger? Oui. Et vas-y, on t'écoute Nassim. Comment? On t'écoute Nassim, vas-y, parle à Penenco, il est là, il t'écoute. Je t'écoute Nassim. Ok, c'est pour demander une question. Oui. Parce que je suis encore jeune et je connais pas encore bien l'histoire. Mais c'était juste pour savoir si Wahid Boumadjine c'était un bon président. Qui donc? C'est qui? Wahid Boumadjine. Wahid Boumadjine. Ah, Wahid Boumadjine. Boumadjine. C'était le deuxième président de l'Algérie indépendante. Oui. Je suis pas assez calé pour Non, répondre. on parle pas beaucoup de lui. Désolé. Sa personnalité un peu occultée en Algérie en ce moment. En ce moment, là, vous parlez de Bouteflika. Bouteflika, il faisait partie du gouvernement de Boumedienne qui a fini comme président. Et malheureusement, donc, pour lui, il a été un peu viré par le peuple, parce qu'il a fait pas mal d'erreurs. Et ce qui fait qu'il a effacé tout son passé positif, surtout au plan diplomatique. Tu as suivi Nassim sur les réseaux? Non, mais j'aimerais bien. Eh ben, tu peux. T'as quel âge, Nassim? C'est extraordinaire. Moi, oui. j'ai 14.
Ah, bah, ans. je l'ai bien deviné pour te dire. Hein. Eh ben, tu vas sur la chaîne YouTube de Ben Co, hein, et tu vas voir. D'ailleurs, il y a une vidéo. Enfin, il y a plusieurs vidéos. Et je crois qu'il y a une vingtaine de vidéos. Vingtaine de vidéos. Donc, tu vas pouvoir kiffer. Toi qui es d'Alger, tu vas pouvoir. Tu vas voir de quelle manière il a visité Alger, etc. Donc, merci à toi, en tout cas, Nassim, pour cette drôle de question auquel je m'attendais pas. Hein. Mais bon, merci beaucoup, Nassim. À très vite. 01 40 33 9000. Évidemment, les amis, si vous voulez parler à Ben Co, il est avec nous en direct. Alors, ensuite, comment ça s'est passé? C'était prévu d'avance de partir directement en Tunisie, ou alors ça s'est fait, là, encore une fois, sur le tas? Non, c'était un plan B, hein, en vérité. Un plan B. Non, mais dans le sens où la Tunisie, je connaissais pas. C'est pas péjoratif, attention quand je dis plan B, hein, c'est parce que moi, mon objectif, c'était de visiter l'Algérie dans sa globalité un maximum de temps, au moins pendant 2 à 3 mois, en sachant que j'avais un visa que d'1 mois. J'ai essayé sur place de prolonger, je n'ai pas réussi pour diverses raisons, et donc du coup je me suis dit je vais pas rentrer tout de suite. La Tunisie je connais pas, le Maroc je connais, mais la Tunisie je connais pas, donc tiens, je vais enchaîner directement sur la Tunisie. Voilà, le seul truc c'est que j'étais à Annaba, donc vraiment dans l'est de l'Algérie, j'étais vraiment pas loin de la frontière avec la Tunisie, mais j'étais obligé de rentrer en fait sur Alger pour prendre un vol, parce que il faut savoir que depuis la pandémie, les frontières terrestres entre l'Algérie et la Tunisie sont ouvertes exclusivement aux Algériens qui travaillent en Tunisie et aux Tunisiens qui travaillent en Algérie, mais pas pour les touristes. Alors, tu nous raconteras un petit peu ce que tu as vécu en Tunisie. Là aussi, tu as beaucoup voyagé, tu t'es retrouvé dans des endroits un petit peu parfois insolites, hein, on verra en tout cas avec toi, Ben. Alors, une autre personnalité qui s'est fait remarquer aussi sur les réseaux, il est d'ailleurs parti, je crois, à peu près en même temps que toi. C'est Mehdi Debrar qui est avec nous, Debrower sur Instagram notamment. Mehdi qui s'est lancé ce pari fou de faire Paris-Alger à pied. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, où en es-tu dans ton escapade de Paris à Alger? Tu es, je crois, en Italie, hein, c'est ça? Exactement, je suis en Italie, je suis à 75 km de Rome. D'accord. Combien de kilomètres parcourus jusqu'à présent à pied, Mehdi? À pied, 1650. Ah ouais, 1650. Ouais. Alors, pourquoi avoir eu cette envie de partir à pied à Alger, Mehdi? C'est quoi la raison? Alors, c'est mon 6e voyage à pied, donc j'aime beaucoup faire des randonnées, j'aime beaucoup marcher, ça me fait vraiment du bien, et là c'est pour une raison spéciale, c'est en hommage pour mon père. Ouais. Et comme toutes mes précédentes marches, c'est pour aussi une association, donc les fonds récoltés des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux serviront à la construction donc d'Oasis et d'autres actions menées par l'association Life ONG. Ouais. Et voilà, c'est ce qui me motive à faire ce voyage. Donc j'imagine que tout au long de ton voyage, beaucoup de rencontres. Comment ça se passe pour dormir? Tu dors chez l'habitant? Tu dors parfois dehors? Comment ça se passe? Alors c'est au feeling, au jour le jour. Hier j'étais dans un champ, j'ai parlé avec un agriculteur. Il m'a laissé son champ. Avant-hier j'ai dormi en auberge. Parfois il y a des gens qui m'invitent. C'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de beaucoup de choses, et c'est au feeling vraiment au jour le jour. Mehdi, est-ce que le fait d'être sur les réseaux sociaux et que tu partages justement ton trajet, ça t'aide justement à pouvoir obtenir déjà de rencontrer des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent? Est-ce que comment ça se passe? Ouais, c'est incroyable en France et en Suisse, un peu moins en Italie parce que je fais mes stories sur Instagram en français. Ouais. Mais en France et en Suisse, j'ai eu un soutien incroyable. Tous les jours, il y avait des gens qui venaient me ramener de l'eau, de quoi manger. Presque un endroit où dormir quasiment tous les jours. J'ai pas eu à monter ma tente. Et en Italie aussi, je rencontre par contre des gens qui font des trajets en vélo. Et par exemple ce matin, Guillaume qui m'a vu et qui m'a dit « Oh, c'est pas toi qui fais Paris-Alger à pied ?» Donc ouais, ça fait plaisir. Ouais. Alors il t'est arrivé quelques galères, hein, je crois, Mehdi. Ouais, aujourd'hui, plus grosse galère là du voyage, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, Mehdi? Qu'est-ce qui se passe, Mehdi? J'ai oublié mon passeport. Tu l'as oublié où, ton passeport? Ouais, j'ai oublié mon passeport. Franchement, c'était une journée compliquée. Je l'ai récupéré à l'instant. Ah, donc ça y est. Donc on avait l'info comme quoi tu l'avais perdu. Donc c'était un peu très embarrassant, évidemment. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as récupéré? En fait, j'ai laissé mon passeport et je me suis même pas aperçu que je l'ai perdu. On m'a envoyé un message et qu'on m'a dit que je l'avais laissé sur place. Et sachant que je fais tout à pied, c'était compliqué de faire 70 km en arrière.
Du coup, il est venu me le rapporter, mais bon, ça m'a coûté 50 €. Ouais. Pour l'essence. Au moins, t'as récupéré ton passeport, c'est quand même déjà bien. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On m'a dit que t'as eu peur hier. Qu'est-ce qui s'est passé, Mehdi? Hier, non, j'ai pas eu particulièrement peur. Il y avait, après, il y a pas mal de sangliers dans la région, là, autour de Rome. Ouais. Mais j'ai l'habitude. Ah oui, il y a eu le chien hier. Ouais, j'oublie. Voilà, non, vrai, on m'a dit il a eu peur hier. La clôture. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Bah, il y avait le chien. En fait, j'étais sur des voies rapides. Et parfois, j'ai pas le choix d'aller sur des voies rapides, mais c'était vraiment rapide sur une centaine de mètres. Et il y a un chien qui a sauté la clôture. Qui m'a fait flipper, mais je pense qu'il voulait juste être intimidant. Ouais. Et ça a marché d'ailleurs. et finalement, bon, plus de mal que de peur, mais parfois il y a des choses qu'on maîtrise pas pendant ces voyages, et c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Hein. C'est dans la difficulté, je pense qu'on s'élève aussi. Alors, quelle est la journée où tu as fait le plus de kilomètres depuis ton départ depuis Paris? La journée où j'ai fait le plus de kilomètres, c'était pendant un défi, donc en live sur TikTok. J'ai fait une marche de 23 heures. Pendant 23 heures, j'étais en live et j'ai fait 100 km. 100 km à pied, mais quand t'arrives le soir en ayant fait 100 km, t'as plus de pied, Mehdi. Comment ça se passe? Ah ouais, j'ai plus de pied. En vrai, après le défi des 100 km, j'étais à fleur de peau. En fait, je voulais pleurer pour rien. En fait, j'avais nulle part où dormir. Le manque de sommeil, plus la fatigue. Après, c'est dans la tête. J'aime me dépasser tous les jours. Ouais. Ouais. Tu es parti avec quel équipement, Mehdi? Oula, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'équipement, je suis parti avec une tente, un sac de couchage, une popote, donc avec un réchaud et une bonbonne de gaz pour me faire à manger n'importe où. J'ai pris un panneau solaire pour être autonome en électricité. Excellent. J'ai pris un petit bouquin, un petit cahier pour prendre des notes de ce qui se passe dans la journée. Bon, bien sûr, tout ça rentre dans un sac à dos, quelques batteries externes, des vêtements en mérinos. Ouais. Et voilà. Et t'as pas pris une deuxième paire de chaussures quand même, on sait jamais? Non, j'en prends qu'une avec moi juste en question de poids, mais je pense que là je vais changer de paire de chaussures à Rome. Ouais. Et t'arrives à pouvoir te laver tous les jours, à pouvoir prendre un peu de temps, voilà, à te reposer un petit peu, ou vraiment c'est intensif? Non, ça va. J'arrive à quand même prendre le temps pour moi. Contrairement à mes autres voyages, bon, j'étais à une moyenne de 42 km par jour. Donc là, je suis descendu à 28-30 km pour pouvoir prendre le temps de me reposer, de profiter des rencontres et des paysages. Et donc voilà, là j'y vais plus doucement. C'est quoi le programme là pour la suite? Donc l'arrivée pour Alger, elle est prévue quand, Mehdi? Alors elle est prévue en septembre. J'ai prévu de faire une marche pendant 136 jours. J'ai un petit peu d'avance sur mon programme, donc tant mieux. Ouais. Après, comme j'ai dit, voilà, je prends mon temps, c'est pas une course, j'y vais vraiment mollo. Et tu vas passer par la Tunisie, c'est ça? Exactement. Ouais. Une petite anecdote là, un petit peu croustillante depuis ton départ à Paris, sur ton trajet, sur ce qui s'est passé, un truc un peu hors du commun, un peu rigolo, peut-être une rencontre, un événement, voilà, depuis Paris là, qu'est-ce qui s'est passé, Mehdi? Alors depuis Paris, il s'est passé énormément de choses. J'imagine. Après, je sais pas, marrante, est-ce qu'il y en a pas mal, marrante, mais je vais parler d'une belle anecdote. J'ai rencontré, il y a un mec qui me suivait pas sur les réseaux ni nulle part, et il m'a vu, il m'a proposé de manger chez lui, il m'a ouvert la porte de chez lui, et en fait il est sorti de chez lui et il m'a ouvert tous les placards, les tiroirs de chez lui. Il m'a dit de me servir dans les vêtements, de prendre ma douche, de faire ce que je voulais. En fait, j'étais surpris. Et pendant ce temps-là, ben voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il m'a dit de faire comme à la maison, donc j'ai fait comme à la maison. Et quand je suis sorti de la douche, ben il était venu avec de quoi manger et tout. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir. Et c'est venu à point, quoi, parce que c'était un moment où j'étais pas au top. Mehdi, question importante. On dit qu'effectivement, dans la France profonde que tu as l'occasion de traverser pour te rendre en Suisse, puis maintenant aujourd'hui en Italie, on dit que voilà, il y a une certaine réserve, peut-être du racisme. Est-ce que tu l'as ressenti, toi, Mehdi? C'est ça qui est dingue. Je parlais avec quelqu'un qui m'a fait la remarque et qui m'a dit que, en quelque sorte, parce que dans presque tous les villages par lesquels je suis passé, il y avait des gens qui m'attendaient. Donc ce qu'on appelle voilà la France profonde, et j'ai senti plutôt de la solidarité, de l'entraide, et ça m'a fait plaisir. Et parfois j'aurais même tendance à dire que
c'est plus moi qui me dis, ok, là, je rentre dans un village, peut-être je vais mal être accueilli et tout, et qui finalement, c'est moi qui suis plus sur la réserve, et que quand j'arrive là-bas, bah, c'est absolument tout le contraire, je suis bien accueilli et tout. Donc non, c'est plus ça que j'ai envie de retenir. Il m'est arrivé aucune mauvaise rencontre, on va dire. Bon, alors là, t'es, je crois, arrivé à Rome, ou tu vas arriver à Rome, c'est ça? Exactement, dans 2 jours. Dans 2 jours, d'accord, très bien. Yes. Mehdi, ne bouge pas, je fais une courte page de pub et je te reprends dans un instant et je vais te mettre en relation avec quelqu'un que tu as peut-être entendu parler pendant parce que tu es sur les réseaux évidemment H24 quasiment. C'est Ben & Co qui est avec nous, le youtubeur qui est avec nous sur France Maghreb 2. Il est parti allez, en repérage pour toi en Algérie et il est avec nous, vous allez pouvoir échanger 2 petits mots ensemble les gars. Mehdi Debra qui est avec nous depuis l'Italie, il s'est fixé ce pari fou en hommage à son père pour aller frapper chez son grand-père à Alger au mois de septembre. Il est avec nous, on se retrouve dans un instant Mehdi avec Ben & Co et aussi avec Tariq Esmaïn. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec une belle émission aujourd'hui. Hein, mon Spain, ça va? Ouais, très bien, super. Christophe. Je suis vraiment épaté par nos 2 invités, dont un qui 3 est... même. Ah oui, le 3e, pardon. Oui, oui, parce qu'il n'est pas sur le plateau. Excusez. Il marche, lui. Il fait du sport et pas comme vous. Je suis sincèrement désolé. Voilà. Effectivement, alors Ben & Co qui est avec nous, le youtubeur parti récemment en Algérie, puis en Tunisie, venu nous raconter son voyage. Et Tariq Saïbeddine qui est ancien boxeur, héros du vol Lufthansa en 2018, empêchant le détournement d'un avion par un terroriste. Il est intervenu directement. Tariq est dans un livre, il raconte cette histoire incroyable. Le livre s'appelle, on rappelle Tariq? Dans le droit chemin. Dans le droit chemin, donc qui est sorti au mois de mai. Donc, et nous sommes avec Mehdi qui s'est lancé ce pari fou en hommage à son père et pour une association humanitaire de faire Paris-Alger à pied. Il est en Italie à 2 jours de Rome et tu as cette envie, donc en allant à Alger, d'aller frapper chez ton grand-père Mehdi. Mais j'ai envie de te dire, mais ton grand-père, il va être au courant avant tout le monde, puisqu'en Algérie, on peut pas garder un secret, Mehdi, c'est pas possible. On appelle téléphone arabe. Le téléphone arabe, tu connais Mehdi, non? C'est plus fort que les réseaux sociaux. Mais en vrai, c'est ce que je me suis dit. Mais pour l'instant, ma tante, elle m'a dit qu'il n'était pas au courant. Je suis sûr qu'il a entendu parler de l'histoire, mais on se dit que ce genre de choses, ça nous arrive jamais. Ouais, c'est clair. Donc pour l'instant, je sais qu'il n'est pas au courant. Après, voilà, pour moi, le plus important, c'est vraiment l'association. Le grand-père, c'est un bonus et je pense dans tous les cas, qu'il soit au courant ou pas, il sera fier de moi. Alors Mehdi, est-ce que tu connais Ben & Co? Non. Ah, donc Ben & Co, est-ce que tu connais Mehdi? Oui. Ah, voilà, au moins il te connaît. Alors Ben & Co, c'est un youtubeur qui est parti... pendant 25 jours en Algérie, voilà, et qui a visité un petit peu l'Algérie et qui a fait de belles rencontres, qui était sur Instagram d'ailleurs. Tu peux y aller d'ores et déjà t'abonner sur Ben & Co. Ouais. Voilà, vous pouvez échanger un petit mot les gars, parce que voilà, vous vivez 2 expériences absolument incroyables. Mehdi de son côté, Ben, et ensuite c'est rendu en Tunisie. Donc Ben, Mehdi, Ben, rencontre les gars. Voilà. Salut Mehdi, félicitations. Salut, merci beaucoup. Salut. Non, mais c'est cool. Du coup, l'Algérie, c'est comment de traverser l'Algérie en 25 jours? Moi, j'ai envie de savoir un peu en avant. Écoute, toi qui es fatigué, toi qui as sûrement un peu faim, et écoute, l'Algérie, ça se résume à l'hospitalité. Alors je pense que en plus tu dois sûrement déjà connaître si ton grand-père vit là-bas, donc je pense que tu vas être encore plus que bien reçu. Déjà, ça a bien commencé, d'après ce que j'ai compris, en France, en Italie, en Suisse. Ouais. Mais alors, en Algérie, ça va être... voilà, c'est l'étape parfaite pour terminer, quoi. Magnifique. Et tu vas passer par la Tunisie, c'est ça, Ben? Oui. Pardon, Mehdi. Oui, la Tunisie aussi. Ouais. Est-ce que tu vas manger, est-ce que tu vas goûter au couscous poisson ou alors c'est pas possible pour toi? Faut remettre des forces. Alors moi je goûte à tout. Tu goûtes à tout, c'est parfait. Non, mais moi par contre j'ai une petite question. Vas-y Ben, question. Alors c'est vrai que les situations changent un peu tous les jours, mais qu'est-ce que tu as prévu pour la frontière Tunisie-Algérie? Parce que je sais que moi quand j'étais en... Elle a réouvert? Oui, elle va réouvrir. Ah ok. Elle a rouvert parce que moi quand j'y étais... Tout le monde m'envoyait des messages, c'est fermé. Non, c'est pas fermé, ça a été annoncé le 5 juillet. Ça y est, ça a été annoncé le 5 juillet, effectivement, la réouverture de la frontière. Attends, mais ça peut refermer d'ici le mois de septembre. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Non, il va s'arranger avec quelques bakchiches, ça peut se faire. Mehdi, tranquille. T'as prévu un budget d'ailleurs pour ton voyage, Mehdi? Comment ça se passe au niveau flouze? Ouais, au niveau flouze, j'ai mis des économies de côté, puis...
Et puis ça va en vrai, pour l'instant, j'ai pas trop dépensé de sous, donc c'est cool. Ouais, bah ça c'est le fruit des rencontres, de l'hospitalité aussi. Moi, il y a un truc que je me rends compte, Exactement. en tout cas, c'est que à chaque fois, que ce soit l'Algérie, la France, on a toujours des clichés, des vieux C'est vrai, stéréotypes mais oui. à la con. Il Ouais. faut le dire. C'est que, par exemple, j'écoutais l'histoire de Mehdi on lui disait dans les petits villages de France, fais gaffe, ils peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ci. Et finalement, il a été super bien reçu. Moi, on m'avait dit, ah quoi, l'Algérie, mais t'es fou. Et finalement, j'ai été super bien reçu. Et en fait, voilà, je pense qu'on a vraiment trop d'informations négatives dans le crâne qui font que on devient en tout cas, les gens deviennent de plus en plus méfiants. C'est ça qui est triste. Et à l'inverse, je me rends compte qu'à chaque fois, en fait, c'est toujours l'inverse de ce qu'on nous dit. Ouais. Et voilà. Et on rencontre vraiment des gens sympas, gentils, bienveillants et accueillants partout. Alors des mauvaises histoires, des imbéciles, il y en a sur toute la planète. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est toujours, voilà, la magie des voyages, c'est toujours les belles rencontres et de belles histoires. Bon, alors Mehdi, évidemment, on va te suivre donc à la radio. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va choisir un jour ensemble. C'est quoi le programme d'ici la semaine prochaine? Donc là, t'es où exactement en Italie, Mehdi? Alors exactement, je vais regarder parce que à chaque fois j'oublie le nom de chaque ville où je passe, c'est trop, j'en croise trop. Alors je suis à Civitavecchia. D'accord. Civitavecchia. Ouais. Et voilà, 70 km de Rome. Ouais. Donc dans 2 jours, je suis à Rome. À Rome, je me repose 4 jours et je visite. Parce qu'en fait, à Rome, ça représente 50% du voyage. Donc je serai à la moitié du voyage. À la moitié, d'accord. Ouais. Exactement, c'est une grosse étape. Donc je vais en profiter pour Manger. pour prendre de nouveaux vêtements, pour me changer, pour remettre du henné sur mes pieds parce que c'est le secret pour pas avoir d'ampoule. Ah oui. Ouais, pour manger une bonne pizza, hein? Ah ouais, pas qu'une, mais ouais, du coup voilà, c'est ça le programme et normalement, donc environ le 71e jour d'aventure, là on est le 64e. Je quitte Rome pour continuer vers Naples et me diriger vers la Sicile et tout. Et après, tu prendras le bateau, forcément, à un moment. Hein. Tu vas pas y aller à la nage. Hein. Ah ouais, non, je prends le bateau. Ouais. Et pour le bateau, pour arriver où en Tunisie? Tunis. À Tunis, d'accord. Donc après, tu feras toute la partie nord de la Tunisie pour jusqu'à la frontière algérienne. Voilà. Et après, de la frontière algérienne jusqu'à Alger, il y a combien de kilomètres? Je crois qu'il y en a environ, je sais pas exactement, 800 ou 1000. Ah ouais. D'accord. Bon, il y a encore du boulot, Mehdi. Hein. Il y a encore du boulot. Non, je dirais moins, Mehdi. Mehdi, je dirais moins. Moins Oui, moins de bonnes, c'est-à-dire à Annaba. À Alger, il devrait y avoir à peu près 650, je crois, à peu près. De Tunis à la frontière. 650. Non, pas de Tunis, de la frontière tunisienne. De la frontière tunisienne. De la frontière à tunisienne. Alger. Ah oui. Parce que la Tunisie, c'est un petit c'est ça, pays. ça doit être hein, 600 km. Voilà. Mehdi, on te souhaite bon courage, fais attention à toi et tu nous raconteras tout la semaine prochaine. Voilà, on se rappellera. Voilà, et prends soin de toi, on te suit. Donc, c'est Debel Award sur Instagram. T'as combien d'abonnés aujourd'hui, Mehdi? 400 et quelques mille. 400 000. Ah ouais, pas mal. Ouais. Eh bien, Ouais. t'en auras de nouveau ce soir, c'est sûr. Merci à toi, Mehdi. Bon courage. Merci à vous. Et à la semaine prochaine, Mehdi, on s'appelle. Merci beaucoup. Voilà, Mehdi qui se lance ce pari fou. C'est incroyable, franchement. C'est incroyable. Ben, tu vas nous parler de la Tunisie quand même un petit peu dans un instant. D'accord? Avec plaisir. Voilà, je t'ai demandé la définition de l'Algérie. Il me faut une définition tunisienne maintenant, tout de suite. Dépêche-moi. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 pour la toute dernière partie de cette émission avec Smaïn Tefour, le journaliste. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de politique, Smaïn, et ça fait du bien. Bah, tout à fait, ça sort un peu de. Ah ouais, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà, absolument, j'allais le dire. On a commencé avec Tariq Saïbeddine, ancien boxeur, héros du vol Lufthansa en 2018 entre Munich et Paris. Il a empêché le détournement d'un avion en neutralisant le terroriste jusqu'au tarmac de Paris. Tariq qui raconte ça dans un livre qui s'appelle donc Dans le droit chemin, qui est sorti au mois de mai. Si vous voulez vraiment avoir l'histoire dans son intégralité et le récit de Tariq, évidemment, achetez le livre, disponible chez Amazon, à la Fnac, partout, hein, Tariq. Hein. Exactement, il est partout en France, toutes les librairies. On le retrouve sur le net, on le trouve les centres commerciaux, les grands, comme vous l'avez dit, Leclerc, la Fnac. Bref, il est disponible partout. Alors, on parlait avec Mehdi dans un instant, il nous donnait la ville et tu me disais que cette ville, tu la connais, tu as été boxé là-bas. Oui, je parlais de Civitavecchia. Je suis parti 2 semaines préparer Gianluca Branco, le frère de Silvio Branco, champion du monde. Ouais. Et je l'ai préparé lorsqu'il a rencontré, Gianluca allait rencontrer Matthew Hatton en Angleterre. Je suis parti 2 semaines là-bas et Civitavecchia est vraiment splendide, magnifique. C'est une ville qui est en bordure de mer. Il y a un grand port là-bas.
et les gens étaient agréables. Et voilà, donc Mehdi, s'il écoute, n'hésite pas, si tu peux voir les frères Branco, tu seras super bien accueilli chez eux, c'est leur région. Belenko est avec nous, le youtubeur parti en Algérie, puis en Tunisie. Donc la question qu'on te posait évidemment, pour qualifier le peuple algérien, l'accueil, ce voyage, c'est l'hospitalité. Et ensuite, donc de Alger, tu es parti en avion à Tunis. Exactement. Et alors là, autre décor, autre voyage, autre rencontre. Est-ce que tu peux nous la résumer évidemment, on peut retrouver les vidéos sur ta chaîne YouTube, voilà, notamment. Mais comment tu qualifies la Tunisie? En fait, d'une manière générale, je dirais que c'est aussi l'hospitalité, tout simplement, pour le Maghreb. Voilà. Ouais. Tu n'as pas senti de différence, par exemple, entre la Tunisie et l'Algérie? Pour toi, est-ce qu'il y en a? Quelles sont-elles? Je l'ai ressenti dans le sens où, en tant que... Alors, quand j'avais pas la caméra à la main, ouais, en Algérie, c'est vrai que je me fondais dans la masse. Les gens pensaient que j'étais algérien. Ouais, Mais tu fais algérien, oui. Ouais. Et donc du coup, ce qui fait que je me faisais pas trop arrêter. Mais par contre, quand j'avais la caméra à la main, les gens étaient toujours très curieux. Et après, ils me demandaient qu'est-ce que je faisais, d'où est-ce que je venais. Et donc je leur expliquais le principe de mon voyage, de mes vidéos. La différence avec la Tunisie, c'est comme c'est un pays qui est plus touristique que l'Algérie, on n'a pas besoin de visa pour aller en Tunisie. Du coup, ils sont habitués à voir déjà des voyageurs et en plus des vidéastes. Je ne suis pas le premier créateur de contenu qui est venu avec sa caméra en Tunisie, qui a filmé. Bon, je ne suis pas non plus le premier qui est venu en Algérie, mais ce que je veux dire, c'est que ils sont déjà plus habitués. Donc dans les villes touristiques comme Tunis, comme Sousse, voilà, on va dire que le rapport n'était pas le même dans le sens où ils sont habitués en fait. Donc ils vont pas vous demander qu'est-ce que vous faites ici parce qu'ils le supposent déjà, que vous êtes en voyage tout simplement. Donc, mais au-delà de ça, les gens sont quand même très gentils, très hospitaliers, très accueillants. Mais voilà, c'est un pays... Une petite anecdote en Tunisie, de ce qui t'est arrivé? Une petite anecdote en Tunisie, bonne question. Non, j'ai en fait d'une manière générale là comme ça, j'en ai pas une. Alors j'ai une question piège. Ouais. Couscous poisson ou couscous viande alors? Viande. Ah ouais. Oui. C'est pas un piège, ça, parce que j'adore. Alors ça a été une découverte. J'avais jamais mangé de couscous au poisson, mais j'ai mangé du couscous au poulpe. Ah oui. Et ça c'est je savais même pas que ça existait. Où ça à Kerkena, sur l'archipel de Kerkena. Bah justement, ça pour moi, Kerkena, ça a été une belle découverte parce que je savais. On apprend des choses. Hein, Ah oui, au poulpe. Je savais pas qu'il y avait déjà un couscous au poisson. Comment ça, tu savais pas? Je te jure, parce qu'on le fait pas en Ouest algérien. En Tunisie. Ah oui, en Tunisie, oui, mais pas. En Algérie, il a parlé tout à l'heure de Gigel, c'est ça? Ouais, mais. Tu avais dit qu'à Gigel, il y avait du couscous au poisson, c'est ça? Ou je me trompe? Non, moi non. Gigel, Gigel, c'est ça. Gigel, couscous noir. Je l'ai bien retenu, ouais. Je l'ai bien retenu. Mais d'abord, on mange du couscous au poisson, je crois. Bah parce qu'ils sont limitrophes. Voilà, ils sont là, donc à la lisière, donc de la Tunisie. Par exemple, nous autres qui sommes d'Oran, nous sommes beaucoup plus proches des Marocains. On mange des tagines. On mange des tagines, le couscous royal. Le tagine marocain. Magnifique, évidemment. J'en ai une. Une bonne anecdote. Ah, vas-y, raconte. Donc, un jour, en Tunisie, je décide d'aller visiter une ville non touristique. Donc, je regarde autour de Tunis, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Et là, je repère une ville qui s'appelle Béja. J'arrive à Béja, donc forcément aucun touriste étranger, parce que ce n'est pas une ville touristique. Je marche, je suis avec la caméra, j'explore. Et là, je vois un monsieur qui a un petit stand de street food qui vend des boissons, en fait. Donc, je lui demande qu'est-ce que c'est, mais je comprends pas. Et il me dit, c'est bon pour le ventre, c'est bon pour les intestins, c'est bon pour les maux de tête. Je bois. Et la première gorgée, ça avait l'air rafraîchissant, il y avait des glaçons, ça donnait envie. Première gorgée, amère. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, mais j'avais soif. Et finalement, la première, deuxième gorgée était un peu, on va dire, étrange, mais j'ai bu. Et après, il y a une dame, en fait, derrière, qui m'a expliqué, c'est du fenugrec. C'est une boisson, en fait, qui est très bonne, qui est préparée à base de fenugrec. Et je savais même pas qu'est-ce que c'était, pour être honnête, mais voilà, c'est comme ça, on en apprend en voyage, et ça a fait beaucoup rire tout le monde, en fait, tout le monde m'a dit, c'est bon, mais par contre, quand t'en bois après, normalement, tu t'es censé sentir mauvais, ta transpiration n'est pas bonne après que tu aies bu ça, voilà. Alors oui. J'ai pas fait attention. Alors, on a Ahmed qui attend depuis super longtemps, là, qui souhaite te poser une question. Ahmed, bonsoir. Ouais, bonsoir à toute l'équipe. Alors, on arrive à la fin, alors rapidement, Ahmed, vas-y. Ouais, on va aller rapidement. Ben, juste une petite question, donc, puisque l'Algérie, c'est vrai qu'on en parle très peu souvent, et moi je suis content quand j'ai vu sur tes réseaux le voyage que tu as pu faire découvrir à beaucoup de gens, et franchement ça m'a fait chaud au cœur, je suis d'origine algérienne, moi je suis de la région de Tlemcen, que je connais bien Alger, je connais bien Oran, mais la façon à laquelle tu as montré
les différents paysages et les différentes personnes. C'est voilà, c'est une manière de te féliciter de ce reportage pour moi qui est quelque chose de formidable. Merci Ahmed, voilà pour écoute, voilà, féliciter Ben pour avoir retransmis donc ce beau voyage, que ce soit en Algérie, en Tunisie. Désolé Ben, Ahmed, pardon, parce qu'on n'a plus le temps. Je voulais vous remercier évidemment. Alors Tariq, merci beaucoup. On rappelle le livre donc qui s'appelle Dans le droit chemin. Dans le droit chemin, et ça parle donc de cette expérience assez incroyable qui t'est arrivée lors de ton retour de Munich en direction de Paris dans ce vol Lufthansa où tu as empêché le détournement d'un avion en neutralisant le terroriste dans l'avion jusqu'au tarmac à Paris. Et Ben Enco, donc le youtubeur, parti en Algérie et en Tunisie. C'est quoi le prochain voyage, Ben? Surprise. Surprise. Ah, on dit pas, d'accord. On suit les aventures. Secret du métier. Exactement. Je prévois jamais rien, de toute façon, trop à l'avance. Sinon, est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que tu vas repartir? Quand? Ah ben, faudra suivre. Très bien. Il va rien nous dire. Il met le teasing à fond, hein, évidemment. Mais il y aura forcément une saison 2 Algérie, il y aura forcément une saison 2 Tunisie, où, quand, comment. Et le Maroc, au fait? Maroc, j'y suis déjà allé 2 fois, mais je n'ai pas tout vu, je n'ai pas tout fait, donc on y retournera aussi avec grand plaisir. Une saison 3, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup Ben, en tout cas tu connais l'adresse, maintenant tu repasses ici, à chaque fois que tu reviens de voyage pour nous dire un peu comment ça s'est passé. On est preneur, on aime beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Ben, merci mon Smaïn. Bah je t'en prie. Bon, aujourd'hui t'as pas beaucoup bossé mais bon c'était sympa. C'est pas grave, ils m'ont permis de me reposer un peu. Demain rendez-vous avec Farid Tamsamani, avec Sofiane Garbaoui et Tariq Pami. Salut à tous, bonne soirée et à demain.